Eh bien, bonjour à vous tous qui allez donc écouter ces séquences à propos du système immunitaire et des virus, plus exactement à propos des ruses des virus par rapport à notre système immunitaire. Alors, avant que de commencer, il est important de se souvenir que certaines des protéines que nous synthétisons aujourd'hui ont une origine virale et que plus nous allons gérer correctement le stress et moins nous aurons à faire face à ces fameuses ruses des virus, et moins nous aurons à faire face à ce qu'on appelle la réactivation virale. Alors il faut bien distinguer la réaction par rapport à un virus qui nous attaque et la réactivation virale qui est tout simplement une récidive d'une infection virale par des particules virales infectantes et qui va se traduire par des maladies dites froides qui ne se manifestent pas par de la fièvre. Exemple tout à fait habituel du syndrome de fatigue chronique par exemple, ou exemple de certaines pathologies auto-immunes ou d'autres maladies donc qui sont la plupart du temps inhérentes, et on le sait de plus en plus aujourd'hui, à des infections virales qui ont préexisté et des réactivations virales. Donc pour pouvoir un petit peu avancer par rapport à ce discours, nous allons donc aborder le système immunitaire en nous souvenant de la fameuse phrase de Claude Bernard: le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Alors, il est important de comprendre que le système immunitaire, c'est quoi? C'est la reconnaissance du non-soi par rapport à un élément étranger qu'on appellera effectivement un intrus. Et ce qu'on appelle habituellement immunité a aussi été nommé sixième sens circulant. Et ce sixième sens circulant, il fait appel à la réaction de toutes nos cellules qui ont des activités spécialisées généralement, mais qui en permanence communiquent les unes avec les autres, interagissent les unes avec les autres, ce qui sous-entend qu'elles ont cultivé l'art de la coopération entre cellules, soit qu'elles soient à faible distance, soit qu'elles soient à grande distance. Mais quand nous parlons de cette définition, eh bien, ça ne préjuge pas de la capacité réactionnelle d'un individu face à l'entrée d'un virus ou même à la réactivation d'un virus. Donc, on a chacun un système de détection. On a chacun donc un passé de pathologie et donc qui va permettre à ce système immunitaire d'agir plus ou moins bien. Alors, ce système immunitaire ou cette activité immunitaire a une mission. La mission de l'activité immunitaire, c'est gérer par anticipation toute situation qui fait face au non-soi exogène, exemple bactéries, virus ou autres, mais aussi face à un non-soi endogène, puisque nous avons également à l'intérieur de nous, ne serait-ce que par exemple avec les bactéries pathogènes du microbiote, eh bien nous pouvons avoir un développement de bactéries pathogènes du microbiote et avoir à faire face à un non-soi endogène. Et il y a d'autres molécules qui peuvent être considérées comme un non-soi endogène. Alors bien sûr que cette activité ne doit être ni excessive ni appropriée à une agression, de manière à garantir, optimiser la cohérence qu'il y a, la cohérence physiologique, effectivement, entre toutes les cellules immunitaires et les autres cellules. Et donc l'immunité, de cette manière, va assurer le maintien de la structure, de la fonction et l'information entre cellules, tissus et organes. Alors, évidemment que pour pouvoir communiquer, les cellules vont se servir de molécules chimiques qu'on appelle des interleukines, qui sont des petits facteurs qui apportent chaque fois une nouvelle ou une lettre aux autres cellules de manière à ce qu'elles puissent réagir. Comment se déroule le processus immunitaire? Première étape, il est question de détecter ce qui ne nous appartient pas, le non-soi, et de l'identifier. Deuxième étape, comment gérer la situation? Eh bien, les cellules vont accélérer leur manière de communiquer et elles vont donc accélérer la synthèse de molécules chimiques qu'on appelle globalement des cytokines. Troisième étape, la réponse immunitaire qui va nous permettre soit de détruire les agents pathogènes ou le non-soi, soit de limiter, en tout cas d'affaiblir ce fameux non-soi. Et c'est de cette manière-là que cette immunité va être compétente. On parle d'ailleurs d'immunocompétence. Alors, quels sont les acteurs du système immunitaire? Eh bien, évidemment, dans ces acteurs du système immunitaire, en premier chef, on a l'intestin. Et évidemment qu'on parle de l'écosystème intestinal, c'est-à-dire à la fois du système immunitaire propre à l'intestin, composé du GALT et composé effectivement des cellules M, des plaques de Peyer. Et en même temps, on associe à cet écosystème la muqueuse intestinale et le microbiote. C'est la coopération
entre ces trois acteurs qui fait que l'intestin va représenter à peu près 70 voire plus de notre capacité immunitaire. Alors si on regarde cette image, on voit ici l'épithélium intestinal simple de l'intestin grêle. En bleu, vous avez la lumière intestinale et on voit ici un renflement qu'on appelle plaque de Peyer avec des cellules particulières qui sont les cellules M, qui sont des cellules en fait captatrices d'antigènes, c'est-à-dire qui peuvent aller capter des petits pathogènes ou des molécules du non-soi, ce que vous avez représenté en bleu ici, aller les capter pour les amener à d'autres cellules, comme celle-ci que vous voyez, cellule étoilée avec des prolongements, qu'on appelle une cellule immunitaire, qui est capable d'émettre un prolongement entre les cellules pour aller là aussi capter une molécule pathogène ou un agent pathogène. Et donc ces cellules M vont passer le message aux cellules dendritiques, ces cellules dendritiques vont passer le message ensuite à d'autres cellules du système immunitaire qu'on va définir et ça va permettre d'enclencher une réaction immunitaire en fonction effectivement de la santé de cet écosystème intestinal, de la présence d'un bon microbiote, de la présence de bonnes cellules immunitaires au sein de cet intestin grêle. Vous voyez donc que dans cet intestin grêle, on va avoir les cellules proprement épithéliales les plus nombreuses de l'intestin grêle qu'on appelle les entérocytes. On va avoir d'autres cellules qui sécrètent du mucus. On va avoir des cellules qui sécrètent des petites molécules chimiques qu'on appelle des défensites. On va avoir également au sein de l'épithélium des lymphocytes. Et puis dessous, on a ce qu'on appelle la lamina propria, dans laquelle on trouve également des lymphocytes, en particulier des lymphocytes CD4, qui sont des lymphocytes naïfs qui ne sont pas encore différenciés. On va venir sur cette notion. On trouve aussi d'autres lymphocytes qu'on appelle les CD8, qui sont des lymphocytes cytotoxiques. Et on verra comment ils vont se différencier à partir de lymphocytes naïfs. On trouve des plasmocytes, c'est-à-dire des précurseurs de lymphocytes B qui sécrètent des anticorps, en l'occurrence des immunoglobulines A. On trouve des macrophages, on trouve des petites lymphocytes qui ne sont pas encore matures, et puis il y a les plaques de Peyer. Donc toute une population de cellules au rôle immunitaire et une population de cellules avec des fonctions donc digestives, des fonctions hormonales, etc. Donc il est important de comprendre que le premier acteur de l'immunité, c'est donc l'écosystème intestinal, et en permanence, le microbiote que nous avons là, donc dans la lumière intestinale, communique avec tous les globules blancs et tous les tissus. Donc il y a une communication de notre monde de bactéries avec tout ceci. Alors voyons maintenant quels sont les acteurs cellulaires de l'immunité. Il y a d'abord des cellules que j'ai évoquées qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire qu'elles vont aller capter un antigène et aller le présenter à une autre cellule. Et dans ces cellules présentatrices d'antigènes, on a les monocytes qui vont se transformer en macrophages. Voilà ici un macrophage, et un macrophage opérationnel dès qu'il y a la première phase de défense qu'on appelle la phase inflammatoire. Et ces macrophages, ils possèdent trois fonctions principales. Ils sont capables de gloutonner, de phagocyter une bactérie, une levure, un débris cellulaire. Ils sont capables également de synthétiser des molécules chimiques qu'on appelle des cytokines, qui peuvent être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Et puis, ils assurent également la coopération entre les cellules, puisqu'ils vont permettre, effectivement, en captant l'antigène, d'aller le transmettre à une autre cellule. Donc voilà un monocyte qui se transforme en macrophage, parce qu'il a été donc activé, ce monocyte. Et puis, deuxième cellule présentatrice d'antigènes, dont je vous ai parlé, les cellules dendritiques. Voilà ici une cellule dendritique avec des prolongements importants à la manière d'un neurone, qui sont également des cellules présentatrices d'antigènes. Deuxième type de cellules immunitaires, on a les cellules qu'on appelle les cellules effectrices, qui vont donc travailler. Et donc ces cellules effectrices, ce sont surtout les lymphocytes T. Les lymphocytes T, on les appelle encore le bras armé du système immunitaire. Et on a également les lymphocytes T. Il y en a évidemment une grande catégorie, puisque ces lymphocytes T, on va le voir, vont se différencier dans différentes lymphocytes qui ont chacun des rôles bien particuliers. Et puis il y a les lymphocytes B qui, eux, sont chargés de fabriquer les anticorps. Voilà donc les acteurs cellulaires de l'immunité, et on va rentrer un petit peu en détail de tout ceci. Donc, quelles sont les molécules maintenant immunitaires? Les molécules qui circulent dans le sang et qui donc ont un rôle immunitaire. On a d'abord dans ces molécules circulant de l'immunité des défensines. Ce sont des petits peptides
donc antimicrobiens, qui peuvent être sécrétés par exemple par des cellules de l'intestin grêle ou par d'autres cellules. On a ensuite le complément. Alors le complément, c'est une cascade d'enzymes très souvent présente dans le sérum et il se situe en général au contact de la surface cellulaire. Et ce système du complément relie l'immunité qu'on appelle innée, on va naître avec l'immunité qu'on appelle adaptative ou spécifique que nous allons mettre au point un peu plus tard. Ça, c'est le complément. On a donc les défensines, on a le complément, on a les cytokines. Alors, les cytokines, ce sont les fameuses protéines messagères, des petits facteurs, qui informent les autres cellules immunitaires. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup d'interleukines différentes. Il y a, par exemple, les interleukines IL-1, IL-6, IL-10, IL-18 qui ont un rôle pro-inflammatoire. Il y a, excusez-moi, la 10 a un rôle anti-inflammatoire. Il faudra que vous corrigiez ici. Ensuite, on a les interleukines 2, 4, 7, 23 qui sont indispensables à la différenciation des lymphocytes, c'est-à-dire qu'ils vont permettre des lymphocytes de se transformer en un lymphocyte qui peut être soit régulateur, soit effecteur, etc. Et puis, il y a les interleukines 17 qui sont en lien avec l'inflammation chronique, donc qui vont effectivement faire en sorte que le lymphocyte qui aura été activé par cette interleukine 17 donc, puisse intervenir pour créer une inflammation chronique. On a également dans les cytokines le TNF-alpha, qui est la plus importante des protéines inflammatoires, qui fait partie donc de la voie inflammatoire, sans rentrer dans le détail. On a les chimiokines. Alors, les chimiokines sont des petites cytokines qui activent les cellules immunitaires pour qu'elles se déplacent vers le lieu de l'inflammation. Et puis on a l'interféron, les interférons plus exactement, qui sont surtout synthétisés lors d'une infection virale. Ils peuvent être synthétisés en présence d'une infection bactérienne ou parasitaire, mais ils répondent très bien à l'infection virale. On a donc l'interféron alpha et bêta pour l'immunité innée, et on a l'interféron gamma pour l'immunité adaptative ou spécifique. Alors, l'interaction entre l'interféron et un récepteur cellulaire active une voie de signalisation dont on parle beaucoup, qui s'appelle la voie de signalisation JAK-STAT. Et donc, cette JAK-STAT, c'est une protéine kinase, dont le rôle est d'activer les facteurs de transcription. Et donc, l'activation des JAK entraîne effectivement donc des systèmes qui permettent effectivement donc d'activer ce qu'on appelle la transcription au niveau donc de l'ADN. Voilà. Donc pour ne pas vous donner d'informations trop compliquées, on va dire. Alors, il y a d'autres molécules circulantes immunitaires. Il y a les fameux anticorps fabriqués donc par les lymphocytes B, qui sont des immunoglobulines, donc des protéines, qui sont liées à la membrane cellulaire des lymphocytes B. On a d'abord les IgM. Alors, c'est la première immunoglobuline synthétisée qui répond à l'urgence dès qu'il y a présence du non-soi. Et la présence dans le sang des IgM manifeste une infection en cours. D'où l'importance de la doser quand on a été infecté. Ensuite, on a les IgG qui représentent la majorité des immunoglobulines et qui sont dans le plasma, qui peuvent passer quand une femme est enceinte dans le plasma. Et leur rôle est un rôle protecteur par rapport aux bactéries, aux virus, aux parasites, voilà. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, circulent dans le plasma et la lymphe. Il y a les IgA, très abondants au niveau de toutes les muqueuses et particulièrement au niveau des muqueuses digestives, mais on n'en trouve pas au niveau des muqueuses génitales. Et les IgA, leur rôle, c'est de réguler le microbiote. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles on trouve des IgA dans le lait maternel et qui vont permettre au bébé d'avoir une immunité dite passive. Il y a les IgD qui jouent le rôle de récepteurs aux antigènes, donc qui vont fixer les antigènes, et qui interviennent dans la maturation des lymphocytes. Voilà un peu cette population d'immunoglobulines. Alors voyons maintenant en détail ce système immunitaire. Voilà le système immunitaire, et ce système immunitaire se décompose en système immunitaire inné, c'est notre première ligne de défense. Donc ce système inné, c'est la porte d'entrée qui va nous emmener vers l'autre immunité qu'on appelle spécifique adaptative. Donc cette immunité innée, elle comprend des globules blancs qui sont des sentinelles, donc qui veillent en permanence à ce que le non-soi ne nous ennuie pas. Et dans ces sentinelles, on a les neutrophiles,
les macrophages, une catégorie de cellules donc très actives qu'on appelle les natural killers, qui tuent tout ce qui produisent les natural killers de l'interféron gamma lorsqu'elles sont activées par des particules virales ou bactériennes par exemple, et ensuite tout ceci va activer les macrophages. Il y a les cellules dendritiques, il y a les eosinophiles, il y a les basophiles, il y a les mastocytes, ça ce sont les sentinelles. Et puis à côté de toutes ces cellules-là, il y a le système du complément, donc qui peut directement liser en particulier les bactéries Gram-. Les bactéries Gram- ont une particularité, c'est que dans leurs parois, on trouve des lipopolysaccharides. Il y a les cytokines dont on a parlé, il y a les chimiokines qui permettent aux cellules de migrer vers un autre lieu, et il y a les défensines. Donc tout ce petit monde est à notre service effectivement pour ce système immunitaire inné. Et puis il y a l'immunité adaptative, encore appelée spécifique. Et donc dans cette immunité adaptative, il y a évidemment non seulement des cellules, mais également des cellules mémoire. Alors ce système immunitaire adaptatif, il comprend une armée de soldats, qui sont les cellules présentatrices d'antigènes, qui vont donc amener l'antigène vers les autres cellules. Il y a le GIGN, on pourrait dire, de cette armée ou de cette police, est représenté par les lymphocytes, qui vont sécréter des cytokines. Et il y a les stratèges, donc les généraux d'armée, qui sont les lymphocytes B, qui vont sécréter les anticorps. Alors, voyons un petit peu ce que le GIGN va faire, puisque ce sont les lymphocytes. Dans les lymphocytes, on a les lymphocytes T, et en particulier les CD4, qui sont les chefs de guerre, qui ne sont pas encore différenciés, qui sont en quelque sorte des naïfs, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir. Et quand ils vont être activés, eh bien, ils vont se différencier. Là, par exemple, vous avez les lymphocytes T1 qui mettent la lutte contre les infections. Vous avez les lymphocytes T2 qui sont plutôt en relation avec le terrain énergétique. Vous avez les lymphocytes régulateurs, les Treg. Vous avez les T17, vous avez les T9 et autres, il y en a d'autres. Et puis on a la population également des lymphocytes CD8 qu'on appelle encore cytotoxiques puisqu'ils sont toxiques pour les cellules et vont être capables de tuer les cellules, les agresseurs. Voilà donc pour toute cette armée qui permet à l'immunité adaptative d'effectuer son rôle. Alors, voyons un petit peu ça là encore en détail. On va commencer à parler d'abord de l'immunité innée. Et donc dans cette notion d'immunité innée, on ne peut pas cacher le rôle de l'inflammation. Dès que nous sommes agressés par une infection, par un petit traumatisme, tout ce qui peut nous agresser, qui représente ce qu'on appelle encore une fois le non-soi, eh bien nous allons avoir une réaction de défense qu'on appelle l'inflammation. Et là, les micro-organismes qui nous attaquent vont activer les macrophages. Et ces macrophages activés, qui peuvent être par exemple activés par des micro-organismes ou par d'autres agents, les macrophages vont se mettre à synthétiser des cytokines inflammatoires, mais aussi des chémokines qui vont attirer d'autres cellules phagocytaires, comme par exemple les polynucléaires neutrophiles. Voilà donc, vous le voyez ici, donc un macrophage, et donc en présence donc de particules microbiennes, il est activé, il libère des cytokines, des chemokines, mais également il peut synthétiser des prostaglandines inflammatoires, de monoxyde d'azote inflammatoire et qui provoque une vasodilatation. Donc ces prostaglandines et ce monoxyde d'azote ont des propriétés vasoactives qui vont donc évidemment provoquer une vasodilatation de la paroi, des capillaires ou des vaisseaux. Voilà donc un vaisseau sanguin à l'intérieur duquel il y a en circulation des polynucléaires neutrophiles et des monocytes. Alors, cette vasodilatation qui est créée par effectivement les cytokines, par les prostaglandines, par le monoxyde d'azote, va augmenter la perméabilité de la paroi de l'endothélium vasculaire qui va s'ouvrir, ce qui va permettre aux cellules immunitaires qui sont dans le sang de sortir du sang. Vous voyez là, vous avez les monocytes, vous avez les polynucléaires neutrophiles qui migrent effectivement de manière à pénétrer dans les tissus infectés. Donc, évidemment que les macrophages, par exemple, vont se mettre à gloutonner tout ce qui les ennuie, et même ici, toutes ces cellules ont des rôles particuliers pour pouvoir éliminer l'agent infectieux. Et éventuellement emmener cet agent infectieux dans un ganglion lymphatique où il y aura toute une population de lymphocytes qui peuvent aider pour se débarrasser de l'agent infectieux. Alors,
Évidemment que pour agir au niveau immunitaire, je vous l'ai dit, les macrophages doivent être activés. Donc cette activation, voilà un macrophage. Cette activation, elle peut être produite soit par des toxines circulantes, soit par des microbes, que ce soit des bactéries, des virus, des levures, des champignons. Ça peut être des produits chimiques et ça peut être, et c'est très important, le stress qui est capable d'activer les macrophages. Et alors à ce moment-là, quand ces macrophages sont activés, ils vont commencer à synthétiser évidemment donc des interleukines. Vous voyez là par exemple, vous avez un macrophage qui synthétise l'interleukine 17, qui synthétise donc le TNF-alpha qui est pro-inflammatoire effectivement. Donc du coup, ce macrophage-là devient un macrophage 1, donc qui a évolué par rapport au premier et qui va lui-même fabriquer d'autres types de cytokines toujours en continuant à fabriquer l'IL-17 et le TNF-alpha, qui sont pro-inflammatoires. Et puis, il arrive quelquefois que la réaction soit plutôt en faveur d'une activation du macrophage vers une voie anti-inflammatoire. Vous voyez donc en fonction un petit peu de ce qui se passe, soit on rentre dans la phase pro-inflammatoire, soit on rentre dans une phase anti-inflammatoire en fonction de l'activation de l'agent qui va activer le premier macrophage. Et donc là, vous avez un macrophage et là, vous avez un macrophage activé, M1. Là, vous avez un autre macrophage activé qui s'appelle M2, en sachant que M1 peut devenir M2 et M2 peut devenir M1. Et donc, c'est une activité de communication intercellulaire extraordinaire. Toujours dans cette phase aiguë de l'inflammation, donc voilà ici un agent pathogène qui a réussi à pénétrer, et donc la guerre est déclarée contre cet agresseur. Et donc on a vu effectivement que du coup le macrophage va se mettre à fabriquer des interleukines. Ces interleukines vont provoquer une vasodilatation des capillaires qui va permettre la migration par diapédèse des neutrophiles, par exemple les neutrophiles qui sortent des vaisseaux, qui arrivent au niveau du tissu lésé et qui vont se mettre à fabriquer beaucoup de cytokines également, de manière à se débarrasser de l'agent agresseur. Et là, vous avez les macrophages qui n'arrêtent pas de sécréter des cytokines qui permettent là aussi d'agir sur la vasodilatation. Et donc, petit à petit, évidemment, toutes ces molécules inflammatoires vont provoquer la réaction inflammatoire. Et tout de suite, il est important de comprendre que cette réaction inflammatoire, elle est elle nous défend. Donc, plus on est capable de faire une réaction inflammatoire, mieux c'est quand on a été blessé ou lésé. Par contre, à un moment donné, il va falloir résoudre cette inflammation. Et on appellera ça la phase de résolution de l'inflammation. Donc, première étape, inflammation. Deuxième étape, résolution de l'inflammation pour aboutir à la cicatrisation et à la fin de l'inflammation. Sinon, si l'inflammation perdure, on rentre dans une inflammation chronique, ce qui est évidemment délétère pour l'organisme. Voilà pour l'immunité innée. Voyons maintenant la deuxième immunité qu'on appelle immunité adaptative ou spécifique. Et dans cette immunité adaptative ou spécifique, il est question de différencier les lymphocytes. Alors, il existe des lymphocytes qu'on appelle encore les lymphocytes 0, vous en voyez un ici en gris, qu'on appelle encore les CD4, qui sont donc des lymphocytes qui ne savent pas encore quel est leur devenir. Vont-ils être des garçons, des filles, vont-ils être hermaphrodites? On ne sait pas. Et donc, il faut que ces lymphocytes puissent se transformer pour jouer des rôles particuliers. Alors, comment ça va se passer? Voilà une cellule ici en jaune qui s'appelle une cellule captatrice d'antigènes. Et cette cellule captatrice d'antigènes, elle va présenter au lymphocyte T0, qui s'appelle encore CD4, un antigène. Et donc, ce lymphocyte va fixer l'antigène. Une fois qu'il a fixé l'antigène, ça va lui permettre de se différencier en fonction du pathogène. Les réactions de différenciation vont être différentes en fonction de ses reconnaissances. Et ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à fabriquer des lymphocytes T1, que voilà. Alors, comment ça se sera passé? Eh bien, le lymphocyte T0, il va synthétiser des interleukines 12 qui vont permettre de le différencier en lymphocyte T1. Puis, s'il fabrique des interleukines 4, ça lui permettra de se différencier en lymphocytes T2. Quand il va fabriquer des lymphocytes, des interleukines 6 ou ce qu'on appelle le TGF-bêta, il va se transformer en lymphocyte T17. Lorsqu'il va fabriquer des interleukines 2 et toujours du TGF-bêta, il va devenir un lymphocyte T régulateur. Rég, ça veut dire régulateur, etc. Il y a donc de nombreuses différenciations cellulaires. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pour rester uniquement, pour ne pas faire trop de détails, c'est les lymphocytes T1, les lymphocytes T2, les lymphocytes régulateurs et les lymphocytes 17. En fait,
cette différenciation des CD4 aboutit à fabriquer des lymphocytes qu'on appelle des effecteurs, donc ils vont être tout le temps au travail. On les appelle encore en abrégé les TEF. C'est T1, T2, T17. Ce sont des effecteurs. Et puis, il y a une catégorie de lymphocytes qu'on appelle les Treg, les régulateurs, qui vont donc réguler. À côté de ça, il y aura des lymphocytes mémoire et il y aura des lymphocytes cytotoxiques qu'on appelle les CD8. Voilà un petit peu cette différenciation cellulaire qui est importante. Alors, on comprend tout à fait que, évidemment, ces lymphocytes effecteurs, T1, T2, T17, ils vont évidemment s'opposer à la régulation, par exemple, du Treg. Et donc, il est important qu'il y ait donc un équilibre entre la quantité de T1, de T2, de T17, de Treg, et c'est toute la difficulté que chacun d'entre nous rencontre de ne pas fabriquer trop de T1 ou trop de T2 ou trop de T17. Donc, il est absolument nécessaire qu'il y ait un équilibre entre tous ces lymphocytes qu'on appelle des helpers. Il faut donc qu'on ait à la fois des lymphocytes effecteurs, l'activité des lymphocytes effecteurs, et donc ces lymphocytes effecteurs, ils réagissent en permanence contre tous les éléments pathogènes, ils sont en jeu dans les maladies inflammatoires, et en fait, c'est eux qui sont les acteurs pour répondre contre, effectivement, ce qui ne nous appartient pas. Et puis à côté, il y a les régulateurs qui, eux, évidemment, ne vont pas offrir de réponse et qui vont contrôler en permanence le système. Il ne faut pas que le système immunitaire en fasse trop. Il est donc évidemment question qu'il y ait une régulation, une balance, un équilibre entre les effecteurs et les régulateurs. Et en particulier entre les lymphocytes T1 et les lymphocytes T2 et les lymphocytes régulateurs, les Treg et les lymphocytes T17. C'est ce que nous allons voir. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les lymphocytes T1 et les lymphocytes T2. Les lymphocytes T1, là vous avez la représentation de cette balance, et ici vous avez les lymphocytes T1, et là vous avez les lymphocytes T2. Les lymphocytes T1, ils combattent tous les agents pathogènes, et ils sont impliqués dans les maladies inflammatoires, dans nos réactions par rapport aux infections. Ils sont impliqués aussi d'ailleurs dans les pathologies auto-immunes. Donc ils ont une réaction rapide, brutale, brève, et donc, face à une infection virale, il est extrêmement important qu'ils réagissent et qu'on en ait suffisamment, évidemment. Et vous voyez qu'ils vont fabriquer effectivement donc des interleukines, des 6, des 12, du TNF-alpha et de l'interféron gamma. L'interféron gamma étant un agent qui combat les virus, évidemment. Donc, c'est important qu'il y ait la présence de ces lymphocytes T1. Et puis, on a les lymphocytes T2 qui, eux, combattent plutôt les bactéries extracellulaires, celles qui ne sont pas dans les cellules. C'est vrai qu'il existe des bactéries dans les cellules intracellulaires et des bactéries extracellulaires. Les T1 combattent les bactéries intracellulaires, alors que les T2 combattent les bactéries extracellulaires. Ils combattent aussi les parasites, comme par exemple les verminoses, et ils favorisent la réaction allergique, et du coup, on fabrique beaucoup d'immunoglobulines E. Les immunoglobulines E sont les marqueurs du terrain allergique, et ils font appel à des catégories de globules blancs qu'on appelle les mastocytes, qui sont capables de libérer des grains d'histamine de manière importante. Vous voyez donc qu'il est important qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que si nous fabriquons trop de T1, nous allons passer notre temps à nous défendre, à être en inflammation, à nous défendre constamment contre un agent qu'on considérera comme infectieux, et si nous fabriquons trop de T2, nous allons passer notre temps à réagir d'une manière allergique et nous allons devenir allergiques. Et donc, cette différenciation cellulaire, elle se fait très tôt dans la vie, puisque quand on est bébé, en fonction de la nourriture qu'on a, du stress qui est vécu par la mère ou par nous, en fonction d'agents de l'environnement, eh bien, les lymphocytes CD4, ils vont se différencier en T1 et T2. Et si on fabrique trop de T2, on deviendra allergique. Si on fabrique trop de T1, on aura toujours des réactions inflammatoires par rapport à tout ce qui pourrait nous agresser. Alors, deuxième équilibre, il faut aussi qu'il y ait un équilibre par rapport aux régulateurs. Alors, les Treg, excusez-moi, il faut que je revienne en arrière, voilà, ici. Donc, voyons un petit peu les Treg. Voilà, les Treg, les régulateurs, eh bien, ils doivent être en équilibre avec les lymphocytes T17. Alors, les lymphocytes régulateurs, ce sont les patrouilleurs. Donc, en permanence, ils patrouillent de manière à diminuer l'action des autres cellules immunitaires qui en feraient trop.
Et donc évidemment, ils vont essayer de combattre ou plutôt d'équilibrer l'action de tous les lymphocytes effecteurs dont je viens de vous parler, les T1, les T2, les T17. Et donc ce sont eux qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la tolérance immunitaire. Et donc ils sont à l'aguet pour ne pas que le système immunitaire en fasse trop et qu'on n'arrive pas à un moment donné à une pathologie auto-immune. Donc, vous voyez que les Treg, ils ont des effets bénéfiques puisqu'ils nous protègent des pathologies auto-immunes. C'est eux qui vont nous protéger du terrain allergique, nous protéger par rapport au rejet d'une greffe, ils sont dans la tolérance. Mais par contre, ils peuvent avoir aussi, ils peuvent trop en faire, et quand ils en font trop, ils freinent la réponse immunitaire antitumorale. Donc évidemment qu'il est question là aussi que les Treg soient en équilibre avec les effecteurs. Et on va voir un petit peu en particulier avec les T17. Alors il se trouve que ces lymphocytes régulateurs sont extrêmement sensibles au stress et donc ce qui peut effectivement leur en faire trop ou pas assez, c'est justement le stress. D'où l'idée que le stress va affaiblir le système immunitaire. Alors on comprend tout à fait qu'actuellement avec le Covid, plus on est stressé avant d'être infecté par le Covid et moins on va se défendre au niveau immunitaire ou plus on va avoir une défense qui n'est pas opérationnelle. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les régulateurs, les Treg et les T17. On voit ici dans cette balance qu'il y a ici la balance entre les T1 et les T2 et la balance entre les régulateurs et les T17. Et vous voyez que là, on est dans la lumière intestinale avec tout le petit monde, des parasites, des champignons, des virus, des bactéries, des métaux lourds, etc. Tout ce qui peut représenter un antigène, y compris un aliment qui n'aurait pas été bien digéré ou qui provoquerait une réaction. Alors les T17, que voilà, les T17, ils ont une activité antibactérienne, antifongique, antivirale au niveau des muqueuses et ils vont générer une réaction inflammatoire. Et c'est eux qui sont impliqués aussi dans le développement de l'auto-immunité, d'où l'intérêt qu'ils soient en permanence en équilibre avec les régulateurs. Vous voyez donc que notre système immunitaire nous parle d'équilibre entre les différentes populations cellulaires. Il est important que chacun de ces globules blancs, de ces lymphocytes, eh bien, ait une activité correcte, qu'il n'en fasse pas trop et qu'il n'en fasse évidemment pas assez non plus. Alors, maintenant, on va voir l'immunité que nous possédons par rapport aux bactéries. On parle d'immunité antibactérienne. Donc, il y a des bactéries qui sont extracellulaires. La plupart des bactéries sont extracellulaires. Et donc, évidemment, pour les combattre, nous allons nous servir des polynucléaires neutrophiles, nous allons nous servir du complément, nous allons développer une protéine C réactive, donc qui va le marqueur de l'inflammation. Nous allons aussi nous servir des anticorps, donc dont j'ai parlé, pour pouvoir nous défendre contre les bactéries extracellulaires. Et puis, il y a les bactéries intracellulaires. Alors, pour nous défendre contre les bactéries intracellulaires, on va faire appel à l'activation des macrophages dont je vous ai parlé. Ces macrophages vont fabriquer des interleukines qui ont une activité bactéricide très importante. Et les macrophages, c'est les cellules qui nous défendent le plus contre les bactéries intracellulaires. Et nous faisons appel également aux lymphocytes T. Donc, voilà. Donc, on fait appel à différentes populations, on a un mode de défense différent. Si on est infecté par une bactérie qui va occuper la cellule qu'on appelle intracellulaire ou par une bactérie qui va être en dehors de la cellule et qu'on appelle extracellulaire. Mais certaines bactéries échappent aux macrophages et il faut donc l'intervention d'immunité adaptative pour nous défendre davantage et c'est là qu'on va faire appel par exemple aux anticorps ou à toutes les populations de lymphocytes dont j'ai parlé dans les diapositives précédentes. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'immunité que nous allons développer face au virus? Alors, revoyons un peu cette image qui est maintenant familière. Eh bien, un virus, c'est quoi? Un virus, il est d'abord, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a évidemment donc soit l'ADN, soit l'ARN, puisqu'il y a des virus à ADN et des virus à ARN. Autour de ce brin d'ARN ou d'ADN, il y a ce qu'on appelle une capside constituée de protéines qui protègent cet ADN ou cet ARN. Puis autour de la capside, il y a une enveloppe, grosse enveloppe, et puis fixée sur cette enveloppe, en tout cas pour ce virus qui est un virus à enveloppe et des virus à enveloppe et des virus nus, eh bien dans ce cas-là, on a ici des spicules, et ces spicules
qui font d'ailleurs la beauté des virus et que vous retrouvez ici par exemple, sont des protéines. Et ces protéines, évidemment, vont permettre au virus de se fixer sur une membrane cellulaire, vont lui permettre de rentrer dans la membrane cellulaire ou même de sortir de la membrane cellulaire. On retrouve donc ici dans ce virus l'ARN ou l'ADN, donc c'est le code génétique. On retrouve ici l'enveloppe du virus et dans cette enveloppe il y a des graisses, des lipides et on retrouve les protéines qu'on appelle les spécules. Alors, voyons maintenant comment le virus va s'organiser pour se repliquer, puisqu'un virus ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule. Pourquoi? Parce que leur brin d'ADN ou d'ARN ne contient pas assez d'informations pour pouvoir se repliquer tout seul. Donc, ils ont besoin d'augmenter donc leur contenu, si j'ose dire, d'ADN ou d'ARN pour pouvoir se repliquer. Et pour ça, ils vont faire appel à notre propre ADN ou ARN. Voilà donc, et c'est ici le schéma de reproduction du virus de la grippe, voilà notre virus avec les spécules qui arrivent aux alentours de la membrane cellulaire, qui se fixe ici au niveau de la membrane cellulaire, et ça lui permet de rentrer par endocytose dans la cellule. Une fois qu'il est rentré dans la cellule, il va libérer son contenu de brins d'ADN ou d'ARN, et donc il va introduire son matériel génétique dans le noyau de nos cellules. Voilà donc ici dans ce noyau, et dans ce noyau, eh bien là, il va y avoir des transcriptions, et il va se repliquer, il va refaire des particules virales, que le noyau va laisser échapper, et voilà donc nos nouvelles particules virales qui vont ressortir donc de la cellule infectée, et on a donc une replication du virus. Donc c'est de cette manière-là que nous sommes infectés et que ces virus se repliquent en nous à une vitesse d'ailleurs très accélérée. Et donc, une fois que la cellule a été infectée, la plupart du temps, elle va s'apoptoser, elle va se suicider, elle va mourir. Alors, voyons un peu plus en détail ce qui nous permet de nous défendre contre les virus. Les virus se multiplient, comme je viens de vous le dire, à l'intérieur des cellules. Et donc, lorsque une cellule est infectée par un virus, voilà un virus en bleu ici, lorsqu'elle est infectée par un virus, la cellule, elle va se défendre. Et donc, elle va fabriquer des cytokines qu'on appelle des interférons. Il y a plusieurs interférons, gamma, alpha, bêta, delta, et ces interférons, ils sont là pour aller stimuler l'activité des fameux macrophages, ou des monocytes, ou des natural killers, ou des CD8 cytotoxiques. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, voilà l'interféron. Cet interféron va aller signaler, par exemple, à une autre cellule qui n'est pas infectée, il va lui signaler qu'il faut absolument détruire l'ARN ou l'ADN viral. Et donc, il va demander à la cellule de réduire, de diminuer la production de ces protéines pour ne penser qu'à une chose, c'est se débarrasser effectivement de cet ARN ou cet ADN qui va être infectant. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, cet interféron, il signale à une autre cellule de déclencher l'apoptose, c'est-à-dire il lui dit, attention, là, il faut déclencher l'apoptose, soit tu meurs, soit tu fais mourir l'autre. Et enfin, troisième solution, il va activer les cellules immunitaires, tout ça pour pouvoir se débarrasser du virus. Eh bien, parmi les interférons, vous avez le gamma, qui est un immunomodulateur très puissant et qui active les macrophages. Et c'est un agent antitumoral en même temps. Eh bien, il faut savoir que l'immunité virale, celle que nous mettons en place lorsque nous avons abordé un virus ou lorsque nous abordons un virus, elle fait appel d'une part, évidemment, à plusieurs types de cellules. Elle fait appel aux cellules NK. Alors, les cellules NK, les voilà, ce sont des natural killers qui vont essayer de tuer tout ce qui les agresse, donc provoquer l'apoptose des autres cellules. Elle fait appel, l'immunité virale, aux lymphocytes CD8 qui sont cytotoxiques, et là aussi qui sont mis en place pour éliminer les agresseurs, et elle fait appel aussi à la population de lymphocytes effecteurs qu'on appelle les lymphocytes T1. Donc tout ce petit monde est à notre disposition pour qu'on puisse se débarrasser des virus, et chemin faisant, en faisant appel à l'interféron gamma. Alors, non seulement notre système immunitaire est capable de fabriquer dans certaines conditions des interleukines, on a parlé de l'interféron, mais depuis pas mal d'années, on s'est beaucoup posé de questions sur les communications et les interactions entre le système immunitaire et le système neuro-endocrinien. Alors, nous avons à notre disposition, et surtout quand on est enfant adolescent, une glande importante qui est le thymus, glande
très importante pour l'humanité, qui sécrètent des hormones qui ont été appelées des thymosines. Eh bien, ces hormones sécrétées par le thymus sont nécessaires pour que les lymphocytes T puissent maturer. Donc, pour qu'on ait un bon système immunitaire avec des bons lymphocytes T, on a besoin du thymus. Première relation avec le système endocrinien. Deuxième relation, quand nous avons les surrénales qui fabriquent des glucocorticoïdes, parmi lesquels le cortisol, eh bien, on a un effet immunosuppresseur. Donc, deuxième relation du système immunitaire avec le système endocrinien. Les hormones mâles qu'on est capable de fabriquer aussi bien lorsqu'on est une femme que lorsqu'on est un homme, si ce n'est que quand on est une femme, on va transformer ces androgènes en oestrogènes en particulier. Mais les androgènes augmentent la fonction suppressive des lymphocytes T. Troisième relation. Et puis, quand on est enceinte, eh bien, nous fabriquons au niveau placentaire une hormone qui a été appelée HCG, l'hormone chorionique gonadotrope, qui va exercer un effet pour ne pas que quand l'œuf anidé au niveau de la muqueuse utérine, il soit rejeté. Et voyez donc toutes ces relations. Et alors, on a découvert aussi autre chose. On a découvert que les lymphocytes T et les lymphocytes B n'ont pas de récepteurs dits spécifiques. Mais quand ils sont activés, eh bien, ils vont différencier ces récepteurs, ils vont présenter à leur surface des récepteurs aux hormones et aux neuromédiateurs. Ils vont donc présenter des récepteurs à l'insuline, à l'hormone de croissance que nous fabriquons la nuit. Et cette hormone de croissance, elle-même, a un rôle sur la croissance des lymphocytes. Ce qui veut dire que si nous ne dormons pas assez, eh bien, nous allons moins bien nous défendre, évidemment. Et puis, ces lymphocytes T, ces lymphocytes B peuvent aussi synthétiser eux-mêmes des hormones et des neuromédiateurs. Alors, on a également découvert que ces lymphocytes T et B, lorsqu'ils sont activés, eh bien, ils vont présenter des récepteurs à l'ACTH, l'hormone hypophysaire qui permet aux surrénales de fabriquer les glucocorticoïdes, le cortisol, qui a des récepteurs aux endorphines sécrétées par le système nerveux central, des récepteurs à la substance P, P comme pain, c'est cette substance qui fait qu'on a mal, également au VIP, le peptide intestinal vasoactif, à la somatostatine. Tout ceci a été découvert. Donc, les lymphocytes T, les lymphocytes B ont des récepteurs extrêmement variés qui répondent aux hormones de manière générale. On voit donc bien qu'il y a une relation très étroite entre le système endocrinien, le système immunitaire, et ça renforce évidemment l'idée de la psycho-neuro-endocrino-immunologie. On sait donc aujourd'hui que des concentrations physiologiques d'hormones sont capables de moduler la réponse immunitaire. Donc, si nos hormones sécrètent la bonne quantité d'hormones, elles vont réguler le système immunitaire. Mais en cas de défaillance d'une hormone ou en cas d'un excès hormonal, eh bien là, la réponse immunitaire va être perturbée. Petit rappel, dès qu'il y a une glande qui fabrique un excès d'hormones, ou qu'elle ne fabrique plus suffisamment d'hormones, eh bien automatiquement on a d'autres glandes qui vont compenser la faiblesse d'une autre glande. Vous voyez donc qu'il y a d'interrelations et qu'effectivement notre système endocrinien a aussi un contrôle sur le système immunitaire, d'où l'intérêt de réguler ce système hormonal. A l'inverse, on a certaines lymphokines comme l'interleukine 2, l'INF-alpha, des hormones, des neuropeptides qui sont produits par les lymphocytes et qui sont capables de moduler les hormones. Donc, le système hormonal module les lymphocytes et les lymphocytes modulent le système hormonal. Ceci sous-entend que les lymphocytes, en face des agressions qui nous entourent, eh bien, vont effectivement répondre et vont envoyer des signaux au cerveau, aux autres organes, aux glandes, de manière à modifier nos réponses. Donc, on a découvert qu'il y a donc différents signaux. Il y a des signaux qui ont été appelés des signaux cognitifs et des signaux non cognitifs. Alors, les signaux cognitifs, c'est toutes les informations qui parviennent au système nerveux central et qui activent le système cognitif. Et puis, les signaux non cognitifs, eh bien, c'est justement des agents infectieux comme les bactéries ou les virus. Et voyons justement un petit peu ces systèmes-là. Alors, on va mettre en place d'abord, redire d'abord qu'il y a deux entrées de facteurs de stress. Il y a les stress cognitifs et les stress non cognitifs. On va commencer par voir les stress
cognitifs qui sont représentés par les émotions, par un mental qui travaille trop, par exemple, effectivement. Et donc, ces signaux cognitifs, ils vont activer le système, l'axe hypothalamo-hypophyso, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et du coup, ce système hypothalamo-hypophysaire va se mettre à sécréter des neuropeptides, des neurotransmetteurs qui vont agir sur les lymphocytes et donc sur le système immunitaire. Et donc, ces lymphocytes T qui ont été activés par effectivement les sécrétions des neuropeptides ou les neurotransmetteurs, eh bien, effectivement, ils vont synthétiser des cytokines comme les interleukines 2, l'INF-gamma, mais des hormones comme l'ACTH, comme l'ACTH de manière à activer les surrénales, comme la TSH de manière à activer la glande thyroïde. On voit donc bien ici qu'une information cognitive, émotionnelle, psychique, va générer de la part du système hypothalamo-hypophysaire des réponses sous forme de neurotransmetteurs, de neuropeptides qui vont agir sur les lymphocytes T, qui vont être activés, et du coup, étant activés, ils vont se mettre à augmenter la quantité de récepteurs à la CTH, à la TSH, etc. Donc, évidemment, il va y avoir un rôle de tout ceci sur le système immunitaire. Ça, c'est les stimuli cognitifs. Et puis, on a une deuxième catégorie de stimuli qui sont les stimuli non cognitifs, représentés par les bactéries, par les virus, par les tumeurs. Et que se passe-t-il? Eh bien, ces stimuli non cognitifs vont mettre en alerte, vont activer les macrophages, qui vont donc effectivement répondre en fabriquant certaines interleukines. Voilà. Ensuite, il va y avoir également les hormones sécrétées par les glandes qui, elles aussi, peuvent mettre en alarme les lymphocytes, qui vont se mettre à se différencier. Et puis, il va y avoir les interleukines sécrétées par les macrophages ou par les lymphocytes. Et puis, évidemment, que ces hormones et ces interleukines elles-mêmes ont une action sur le système hypothalamo-hypophysaire. On a donc, on le voit tout à fait bien, et c'est pour ça qu'on parle de neuro-endocrino-psycho-immunologie, 4 systèmes qui interagissent les uns avec les autres: le système nerveux central, le système neurovégétatif, le système neuroendocrinien et le système immunitaire. Et donc, un stress peut produire une réduction des mécanismes de défense, c'est ce qu'on voit généralement, et quelquefois peut produire un excès de défense qui peut mener à une pathologie auto-immune. Alors, voyons un petit peu ce tableau pour comprendre un petit peu comment, en fonction du stress, notre système immunitaire réagit. En cas de stress aigu, le stress aigu, c'est inattendu, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui est rapide, qui est bref, et donc ce stress aigu va générer une réponse rapide. Et cette réponse rapide fait appel au système sympathique et donc aux décharges d'adrénaline et de noradrénaline. Et donc au niveau immunitaire, il va y avoir une stimulation de l'immunité innée, de toutes les cellules du système immunitaire inné, les sentinelles, et une légère diminution de l'immunité spécifique. Donc au niveau des lymphocytes T et des lymphocytes B, une légère diminution. Maintenant, si le stress est un stress un peu plus important, donc on rentre dans ce qu'on appelle la phase de résistance, donc avait été définie par Hanselli, un stress court, comme par exemple un examen à passer, là on fait appel à la fois au système sympathique, mais aussi au système endocrinien. On commence à fabriquer un tout petit peu de cortisol, on fabrique un petit peu de la sérotonine, bref, on a besoin de répondre un peu plus. Et là, eh bien, au niveau immunitaire, on va plutôt générer une suppression de l'immunité spécifique, et on va plutôt fabriquer des lymphocytes T1 de manière à combattre, comme si on voulait combattre une infection, et on va préserver la quantité de lymphocytes T2 qui, eux, nous mettent plutôt en réaction allergique. Donc, du coup, vous voyez que là, on est en défense par rapport à une agression du non-soi. Si maintenant on est dans un stress de confinement, c'est ce qui nous arrive actuellement, on est en confinement, on est donc dans un stress chronique, qui, pour beaucoup d'entre nous, nous ont fait passer de la phase de résistance à la phase qu'on appelle de burn-in, c'est-à-dire où on va commencer à fabriquer beaucoup de cortisol. Voilà. Et donc, dans ce stress de confinement, où on est dans la phase de burn-in et on fabrique beaucoup de cortisol, c'est ce qui peut nous arriver, par exemple, on perd quelqu'un, eh bien on est obligé de faire face, on va avoir une grosse élévation de cortisol, et dans cette élévation de cortisol, évidemment, il va y avoir des réactions immunitaires particulières. Mais on peut aussi être entré dans ce qu'on appelle le burn-out. Vous savez que le burn-in se traduit par une élévation de cortisol, une chute de dopamine, une chute de sérotonine, une chute de DHEA, une chute également du GABA, une chute de magnésium, etc. Mais
par contre une élévation de cortisol, chute aussi d'hormones thyroïdiennes, et quand ça se prolonge, évidemment, bien, petit à petit, on va rentrer dans l'effondrement total, c'est-à-dire que l'effondrement du cortisol accompagné de l'effondrement hormonal général, et c'est ce qu'on va trouver surtout dans le syndrome post-traumatique dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'on est en train de se rendre compte que derrière l'infection virale provoquée par la Covid, on a aujourd'hui des personnes qui font des syndromes de fatigue chronique, qui font des pathologies auto-immunes, qui font donc un véritable syndrome post-traumatique. Et là, vous voyez qu'au niveau immunitaire, eh bien, on peut trouver une réduction de l'efficacité des natural killers, une réaction inflammatoire très exagérée, une hypersympathicotonie. Et puis, quatrième chose, on se retrouve en stress chronique qui dure, et là, effectivement, on peut faire appel uniquement à le burn-in, c'est-à-dire qu'on va essayer de résister en fabriquant beaucoup de cortisol, et là aussi ça aboutit à quoi? Réduction globale des natural killers, réduction des stéroïdes sexuels, parce que le rapport entre la DHEA qui a baissé et le cortisol évidemment n'est plus bon, et diminution de l'inflammation. Vous voyez donc en fonction des stress, notre système immunitaire réagit d'une manière très différente. Mais ayons toujours à l'idée que plus le stress est long, plus il est important, plus notre système immunitaire réagit de la mauvaise manière. Et c'est ce qui nous arrive tous actuellement, où on est dans un climat d'incertitude, on a peur de manquer, on a peur de perdre son travail, on a peur de perdre quelqu'un de notre famille, bref, on est en fonction de la peur, on est également dans un confinement qui fait qu'on est frustré de ne pas voir les uns les autres, dans un confinement qui fait aussi qu'au niveau familial, il peut y avoir des conflits parce qu'on est trop proches les uns des autres, bref, on est dans un stress long et important et notre système immunitaire est donc pas forcément bien engagé en fonction de notre histoire personnelle et de l'acquisition de ce qu'on appelle effectivement la résilience, la manière dont nous sommes capables de rebondir après un stress. Alors, il est donc question d'équilibre immunitaire et là on va parler de ce qui peut se passer, c'est-à-dire du déséquilibre immunitaire. Soit le système immunitaire est en défaut, donc on a une dépression immunitaire, ça peut être parce que c'est congénital, on peut effectivement avoir ça peut être parce qu'on prend des immunosuppresseurs ou qu'on vit un stress immunosuppresseur, ça peut être face à une contagion virale ou à une réactivation virale, ça peut être parce qu'on a une anomalie de la différenciation des lymphocytes T et donc des lymphocytes des T régulateurs. Premier cas, donc on n'a pas assez d'immunité. Deuxième cas, on a un excès d'immunité, c'est ce qui se passe dans les maladies inflammatoires, dans les allergies, dans les maladies auto-immunes. Là, on est en excès. Alors, il nous reste à parler de ce qu'on appelle encore les macrophages, ou plutôt pas les macrophages, excusez-moi, les bactériophages. Alors, c'est quoi les bactériophages? Eh bien, ce sont des virus. Ce sont des virus qui sont capables de détourner pour eux une bactérie qu'ils infectent, ce qui sous-entend que les bactériophages infectent uniquement les bactéries. Ils n'ont pas d'activité antivirale. Donc, ils ont différentes formes, différentes tailles, et qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve, comme dans un virus, vous voyez, des particules d'ADN ou d'ARN, évidemment, et ils sont protégés là aussi par une tête, et puis ils ont effectivement de quoi s'implanter au niveau des bactéries ou des virus, voilà. Et ils sont spécifiques d'une bactérie. Et en fait, en permanence, ces bactériophages nous protègent. Alors en fait, ces phages, enfin ces bactériophages, on va les revoir, eh bien, ils ont une action particulière et qui a été en particulier décrite par Martin Wojtowicz, qui travaille à dans une université de Birmingham et qui a découvert que, bien sûr, ils ne peuvent pas attaquer les virus et en particulier les coronavirus, mais par contre, ils vont être très actifs quand il y a une surinfection après l'infection virale, donc il y a une infection pulmonaire secondaire. Et c'est très souvent le cas chez les patients qui ont été atteints par le Covid, par exemple. Et donc, il y a eu un communiqué de ce chercheur qui a expliqué que, en introduisant des bactériophages, il peut être possible de gagner un temps précieux pour le système immunitaire des patients, ce qui permet d'avoir une stratégie différente à ce qu'on connaît habituellement avec les antibiotiques standards qu'on donne pour les infections bactériennes. Donc, vous voyez, ça a été fait en 2020, de juin 2020, c'est très récent. Le problème, c'est qu'en France, les bactériophages ne sont pas bienvenus et que quand on veut faire appel aux bactériophages, il faut faire appel aux pays de l'Est, malheureusement, alors qu'ils sont très connus et on connaît bien leur action. Alors, l'idée maintenant, c'est de se dire, mais comment ne pas agresser le système immunitaire?
Comment avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une immunocompétence, c'est-à-dire être capable d'en faire juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Et on va donc évidemment reparler du grand acteur de l'immunité dont j'ai parlé tout à fait au début de ce diaporama, l'immunité intestinale. Alors, dans un intestin sain, les signaux qui nous permettent de réagir, d'avoir une réaction inflammatoire, et les signaux qui nous permettent de calmer cette réaction inflammatoire sont équilibrés. Et du coup, les agents pathogènes qu'on voit là ne pénètrent pas à travers la couche de mucus. Vous savez que dans cette couche de mucus, vous avez deux couches en fait, et que les bactéries ne peuvent pas. Il y a la couche de mucus externe et la couche de mucus interne, et que les bactéries pathogènes ne peuvent pas s'implanter dans la couche de mucus interne. Et on a également, avant le mucus, on a une couche, une moquette très importante qui s'appelle le glycocalyx, qui est le premier filtre avant le mucus. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'intestin grêle? On a évidemment, en tout cas au niveau du côlon par exemple, on a les cellules du côlon qui vont fabriquer, si notre alimentation contient suffisamment de fibres en tout cas, des acides gras à courte chaîne, les SCFAS. Et ces acides gras à courte chaîne, au niveau du côlon, vont permettre effectivement d'avoir des jonctions entre les cellules du côlon suffisamment fortes et elles vont stimuler la fabrication de mucus. Deuxième chose, on a des cellules dendritiques qui sont là pour émettre des prolongements de manière à aller capter un antigène. On a également les cellules M qui sont capables là aussi d'aller récupérer un antigène. Et donc, lorsque ces cellules dendritiques ou ces cellules M vont récupérer un antigène, elles vont le présenter à un lymphocyte naïf, que voilà, le lymphocyte CD4, et en réponse, si tout va bien pour nous, ce lymphocyte CD4 va se mettre à se différencier dans ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Et les lymphocytes T régulateurs fabriquent des interleukines 10 qui ont un rôle anti-inflammatoire. Et puis, nous avons aussi le fait que dans l'intestin grêle, les cellules qu'on appelle les gobelets de sel fabriquent du mucus très important. Plus on a une grosse couche de mucus dans l'intestin grêle, mieux c'est pour nous. Et puis on a également autre chose, c'est que on a des lymphocytes qui sont capables de stimuler les entérocytes qui vont fabriquer des peptides antimicrobiens, ce qu'on appelle des défensines. Et enfin, eh bien, les cellules dendritiques peuvent synthétiser des interleukines qu'on appelle les interleukines 23, qui elles-mêmes vont effectivement donc demander à une catégorie de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes innés de fabriquer l'interleukine 22, qui va donc du coup stimuler les cellules à mucus pour qu'elles fabriquent du mucus et d'autres cellules donc de l'intestin grêle pour qu'elles fabriquent des défensines. Vous voyez qu'on a un système très au point, système immunitaire, quand tout va bien, quand il n'y a pas de dysbiose intestinale, quand on n'a pas de porosité intestinale, quand tout va bien dans le côlon, eh bien, tout va bien pour nous. Et donc, bien sûr que l'intestin est le siège, on l'a vu tout à l'heure, de 70 à 85% de l'immunité, que effectivement la plupart des maladies prennent racine dans l'intestin et que on peut le dire, l'intestin c'est la superstar de l'organisme. Et cette superstar a des fans, évidemment, et les fans sont représentés par tout ce que vous voyez dans la lumière là, c'est-à-dire les toxines, le stress, les particules alimentaires, les médicaments, les agents pathogènes, les dysfonctionnements du foie ou du pancréas, etc. Et donc ces fans, comme pour toute une vedette de cinéma, peuvent soit agresser la vedette, soit au contraire lui faire du bien. Bref, tout va dépendre un peu de l'interaction entre les fans et la superstar. Et si évidemment il n'y a pas de régulation des fans, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plein de particules qui vont traverser la muqueuse du grêle et ça va générer des intolérances alimentaires. Ça va surtout complètement dysréguler le système immunitaire qui va se mettre à en faire beaucoup trop. Et donc là, on va aboutir à des maladies auto-immunes. Et donc ces maladies auto-immunes, on va les voir un petit peu de manière plus détaillée pour voir comment ça peut être possible. Au cours d'une infection, alors nous revoilà encore au niveau de la muqueuse du grêle, au cours d'une infection, eh bien, il va y avoir une reconnaissance de l'antigène étranger. Ça peut se faire par les cellules M, comme je vous l'ai dit, ou par les cellules dendritiques. Voilà ici une cellule dendritique qui a capté un antigène et qui va évidemment se mettre à fabriquer des interleukines particulières qui vont aller effectivement activer le lymphocyte naïf qui va se différencier en T1, T2, T17, ce qu'on appelle les lymphocytes
effecteurs. Et puis on va avoir aussi les macrophages qui vont être activés, qui vont se mettre à fabriquer des interleukines 6, 8. Et on a les neutrophiles qui vont se mettre aussi à fabriquer des interleukines 6, 8 du TNF-alpha. Tout ceci est pro-inflammatoire, bien sûr. Alors, revoyons un peu cette immunité. Mais avant, peut-être qu'il faut que je vous parle de quelque chose. Les lymphocytes qu'on appelle les helpers, justement, ce dont je viens de vous parler, sont présents au niveau de la muqueuse intestinale. Et donc, évidemment, ils ont leur rôle à jouer. Au cours d'une infection, imaginons qu'on ait une infection ici, l'antigène est reconnu et il entraîne l'activation, je viens de vous le dire, des CD4 pour qu'ils puissent se différencier. Bien sûr que ce qui est important de comprendre, c'est que cette différenciation, elle peut se faire en faveur d'une trop grande production de T17, et les T17 sont les acteurs de l'auto-immunité. Elle peut se faire en relation avec une augmentation des T1, et les T1 vont nous amener vers une réaction inflammatoire très forte. Elle peut se faire en relation avec une augmentation des T2 qui va nous rendre plutôt allergiques, etc. Donc tout va dépendre un petit peu de cette différenciation. Alors, les bactéries commensales, celles qui ne sont pas pathogènes dans notre microbiote, favorisent la mise en place de nos défenses immunitaires innées et adaptatives, donc elles ont un rôle par rapport aux deux systèmes immunitaires au niveau donc de la muqueuse intestinale. Mais voilà que ces bactéries commensales peuvent, dans certains cas, devenir un danger potentiel pour nous parce qu'elles peuvent entraîner des réactions inflammatoires pour l'intestin. Tout simplement pourquoi? C'est parce que ces bactéries commensales non pathogènes et les bactéries pathogènes du microbiote ont les mêmes motifs qui sont capables d'induire une réponse inflammatoire, c'est-à-dire ont des particules de protéines qui sont capables de déclencher une réponse inflammatoire. Ce qui fait que notre système immunitaire intestinal a dû, depuis qu'on est petit, apprendre à tolérer certains éléments pathogènes, et c'est ce qu'on appelle l'état de tolérance, donc la tolérance intestinale qu'on a acquise quand on était petit et qu'il faut maintenir en permanence de manière à ne pas réagir contre nos bactéries commensales, et de manière aussi quand même à avoir suffisamment de réponses immunitaires contre des bactéries pathogènes présentes dans le microbiote. On a donc à maintenir cet équilibre, et ça suppose des mécanismes de régulation qui garantissent de pouvoir réguler le système immunitaire vis-à-vis des bactéries commensales inoffensives. Eh bien, une déficience de ces mécanismes de régulation résulte à rendre le tube digestif totalement enflammé, et évidemment, ça va aboutir au développement des fameuses MICI, maladies inflammatoires chroniques intestinales. Alors, voyons ce qui se passe dans ce qu'on appelle communément l'inflammation chronique de bas grade. Alors, voilà à nouveau notre intestin. Et donc là, il se trouve que la muqueuse intestinale est poreuse. Comme elle est poreuse, elle laisse passer des fragments de bactéries entre les cellules, donc vous voyez donc des fragments de bactéries, d'antigènes, de lipopolysaccharides provenant de la paroi des bactéries Gram-. Donc ces fragments bactériens, évidemment, sont capables, puisqu'ils ont traversé la muqueuse, de se retrouver dans la circulation systémique, dans la circulation générale. Ils sont même capables de se retrouver dans les ganglions profonds, et évidemment, ça va générer une réponse inflammatoire qui peut devenir chronique. Et puis, il va y avoir autre chose, c'est que dans ce cas-là, les cellules M et les cellules dendritiques, elles vont fabriquer des interleukines particulières qui vont du coup demander aux CD4 ou ces cellules naïves, ces lymphocytes T naïves, de se transformer, de se différencier en quoi? Vous voyez que là, il va y avoir une différenciation importante en lymphocytes T1 qui fabriquent des protéines pro-inflammatoires, et puis des lymphocytes T17 qui fabriquent aussi des molécules très inflammatoires, qui vont fabriquer des interleukines 22, des interleukines 17, et donc tout ceci va entraîner une grosse réaction inflammatoire locale, c'est-à-dire une inflammation chronique de bas grade, et ces molécules inflammatoires vont aussi se retrouver dans les capillaires, vont circuler dans le sang, et vont générer d'autres réactions inflammatoires en cascade qui vont circuler partout dans le corps. Le tour est joué, on est en inflammation chronique de bas grade. Alors, évidemment que là encore, il faut, si on veut que tout se passe bien, qu'il y ait un équilibre entre les différents lymphocytes. Alors, dans cette inflammation chronique de bas grade, on va avoir beaucoup de lymphocytes qui vont se mettre à sécréter des grandes quantités d'interleukine 6. Et donc, voyons ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, on est dans le cas où
il y a une grosse fabrication donc d'interleukine 6, d'interleukine 1 et aussi d'une autre molécule qui s'appelle le TGF-bêta. Et donc tout ceci va entraîner une baisse, évidemment, une augmentation des T17, et cette augmentation des T17, elle est en faveur de l'inflammation. Ça veut donc dire que la différenciation des lymphocytes naïfs en lymphocytes T17, elle dépend de l'interleukine 6, de l'interleukine 1 et de cette molécule qu'on appelle le TGF-bêta, qui est une petite cytokine, qui est sécrétée par les cellules dendritiques, par des lymphocytes D, et quand elle est sécrétée en petite dose, en compagnie de l'interleukine 6 et de l'interleukine 1, eh bien, elle est en faveur d'une augmentation des T17. Or, les T17 sont des lymphocytes qui sont plutôt en faveur de l'auto-immunité. Donc, plus on fabrique de T17, plus on s'en va vers l'auto-immunité. Inversement, voyez donc que là, si nos lymphocytes sécrètent beaucoup d'interleukine 2, d'interleukine 10 qui sont anti-inflammatoires et une grosse dose de TGF-bêta, eh bien c'est plutôt en faveur d'une augmentation des lymphocytes T régulateurs qui vont faire tout ce qu'il faut pour freiner le système immunitaire de manière à ce qu'on n'arrive pas à une maladie auto-immune. Et puis on va ajouter autre chose, on va ajouter que le côlon droit est le siège de la fermentation des résidus, des fibres, des polysaccharides, et donc tout ceci aboutit à la fabrication d'acides gras à courte chaîne, le butyrate, le propionate, l'acétate, et si on en fabrique trop, eh bien, ils vont traverser, évidemment, ces trois molécules vont traverser la muqueuse du côlon, c'est généralement ce qui se passe, mais là on est en excès, vont arriver au niveau du foie. Le foie va essayer de les transformer, mais petit à petit, ça va épuiser les capacités qu'il a de les transformer. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ces acides gras à courte chaîne vont évidemment favoriser une réponse hépatique particulière qui consiste à stocker des graisses dans le foie, et c'est le début d'un syndrome métabolique et surtout d'une stéatose hépatique non alcoolique qu'on appelle la NASH. On voit donc à quel point effectivement notre réaction intestinale est importante pour notre devenir immunitaire, hépatique, etc. Donc, très important cette immunité intestinale avec ce fameux dialogue tripartite entre notre microbiote, la muqueuse intestinale et le GALT, donc le système immunitaire propre à l'intestin. Donc, que dire maintenant de l'immunité intestinale et de l'immunité cérébrale ? Alors on peut dire qu'en fait, la muqueuse intestinale, c'est une porte d'entrée d'immeuble, et plus la porte d'entrée de l'immeuble est large, et moins il y a de codes pour entrer, et plus évidemment n'importe qui peut rentrer dans l'immeuble et rentrer dans les appartements. Donc, cette muqueuse intestinale se comporte comme une porte d'entrée d'un immeuble, et la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, c'est la porte d'entrée des appartements. Donc imaginez ces deux portes d'entrée, il faut donc que la porte d'entrée de l'immeuble ne laisse pas rentrer n'importe qui et que la porte d'entrée de l'appartement ne laisse pas rentrer n'importe qui. Mais on comprend bien que lorsque la porte d'entrée de l'immeuble est franchie, bien, la deuxième porte est beaucoup plus vulnérable. C'est un médecin que je connais bien, Alain Bondil, qui a dit ça. Je trouve cette comparaison extrêmement intelligente. Donc, la barrière intestinale et la barrière hémato-encéphalique sont des sources de contamination bactérienne, parasitaire et probablement virale. Alors, regardons ce schéma. Il peut y avoir au niveau cérébral une prédisposition génétique. Et donc, que va-t-il se passer? Puisqu'on a évidemment des modes réciproques. Voilà ici l'intestin. Cet intestin est un intestin poreux. Il souffre d'une inflammation chronique et il y a des symptômes gastro-intestinaux. Alors, ça peut être dû au fait qu'il y a une dysbiose intestinale avec une augmentation de la population des firmicutes par rapport aux bactéroïdétales, ce sont les grandes familles donc, des bactéries intestinales, une augmentation d'une autre famille qu'on appelle les protéobactéries et une augmentation de ce qu'on appelle le métabolisme du tryptophane, le tryptophane qui vient de la ration alimentaire, qu'on trouve dans les protéines. Ce tryptophane, il peut être transformé dans différentes molécules, dont l'indole, qui a des activités un petit peu délétères au niveau cérébral. Donc du coup, évidemment, déjà là, ces molécules peuvent circuler vers le cerveau. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que dans la mesure où il y a une inflammation chronique, il va y avoir évidemment une grosse différenciation cellulaire en faveur de cytokines pro-inflammatoires ou en faveur de réactions allergiques, ou une diminution de la régulation des cytokines,
ou une diminution de l'action des lymphocytes T régulateurs et une augmentation d'une protéine qui s'appelle, une enzyme, une protéine qui s'appelle mTOR. Cette enzyme régule la prolifération cellulaire, elle régule la croissance cellulaire, elle régule la survie cellulaire, et vous voyez là que ici, par exemple, une augmentation de cette petite enzyme, eh bien, va dysréguler les cellules immunitaires cérébrales qu'on appelle les cellules microgliales et va dysréguler le système sérotoninergique. Et donc, si on ne fabrique plus assez de sérotonine, on peut se retrouver dans un état de dépression importante. Et si on en fabrique trop, eh bien, ça va évidemment déséquilibrer tous les autres neuromédiateurs du cerveau, la dopamine, le GABA, etc. Donc, vous voyez que il y a vraiment cet axe cerveau-intestin, cette porte d'entrée d'immeuble, cette porte d'entrée de l'appartement, qui sont vraiment en jeu pour garantir également une protection cérébrale. Alors, que dire de l'immunité et du sommeil? Donc, l'insomnie, le raccourcissement des heures de sommeil ou un sommeil non réparateur ont une grosse influence sur nos cellules immunitaires. Alors, on a effectivement une chronobiologie au niveau des cellules immunitaires. Par exemple, dans la journée, les lymphocytes T circulent dans le courant sanguin. Ils sont là pour faire leur rôle, c'est notre armée. Donc, ce sont les agents de sécurité. Par contre, la nuit, leur quantité dans le sang baisse. Probablement, c'est ce qu'on pense actuellement, c'est parce qu'ils vont migrer dans les ganglions lymphatiques. Donc, la nuit, le taux de lymphocytes et de monocytes est maximum au niveau des ganglions lymphatiques. Le matin, par contre, le taux maximum, c'est pour les natural killers qui sont là aux aguets pour tuer tout ce qui va les perturber. Et si on dort 4 heures en moins, ça diminue de 30% l'activité des cellules NK le lendemain. Vous voyez donc que la perte de sommeil ou le raccourcissement des heures de sommeil ou le retard de phase, c'est-à-dire qu'on va se coucher trop tard, tout ceci va agir beaucoup sur notre système immunitaire au niveau de la population de lymphocytes T, au niveau des natural killers, ce sont des lymphocytes, et donc on sait qu'une réduction des heures de sommeil ou un retard de phase affaiblit le système immunitaire. Ça, c'est pour le sommeil. On a vu le rôle du stress sur les lymphocytes, et puis on a vu aussi le rôle du cortisol. Quand le cortisol augmente, on sait que l'augmentation du cortisol qu'on met en route lorsque le stress est chronique, qui dure trop longtemps, dans la phase de ce qu'on appelle le burn-in, ça déprime globalement le système immunitaire. Il y a également le lien entre immunité et sport. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a un exercice modéré, et en cas d'exercice modéré, en fait, on va augmenter la sécrétion du cortisol, augmenter la sécrétion des catécholamines, dopamine, adrénaline, noradrénaline, augmenter la production des interleukines 6. Et donc, on va très légèrement déplacer la différenciation des lymphocytes T0 en lymphocytes T2, c'est-à-dire, effectivement, on va réduire la réponse inflammatoire, on va plutôt s'orienter vers une réponse légèrement allergique. Il n'y a pas beaucoup d'effets sur les cellules, les lymphocytes T effecteurs, T1, T2 et T17. Et donc, on a un développement correct de notre réponse immunitaire adaptative. Donc, c'est un exercice modéré. Que se passe-t-il chez les athlètes, chez les gens qui font trop de sport? Donc, en cas d'exercice intense et prolongé, dans ce cas-là, on va augmenter fortement la production des glucocorticoïdes et de cortisol. On va augmenter fortement la production des catécholamines, les interleukines 6. Et là, ça va avoir une implication importante au niveau immunitaire. On va plutôt déplacer la différenciation des lymphocytes T0 en T2, donc vers la réaction allergique, la production d'immunoglobuline E. On va donc réduire notre possibilité de réagir par l'inflammation, qui est notre première défense. On va réduire la fonction des lymphocytes effecteurs et on va donc développer petit à petit une réponse non adaptée du système immunitaire adaptatif. Vous voyez donc que trop de sport n'est pas bon pour le système immunitaire. Et on voit dans cette courbe, effectivement, le risque d'infection. Vous voyez que là, on est sédentaire, là, on fait un sport modéré, et là, on fait un sport de prolongé à intense. Et là, vous avez ici le risque faible, moyen et élevé d'infection. On est sédentaire, on a un risque moyen d'infection. On fait du sport modéré, on a un risque faible d'infection. On fait trop de sport, on augmente le risque d'infection de manière élevée. Donc là aussi,
l'intensité du sport peut complètement nous affaiblir au niveau immunitaire. Du reste, on sait que les athlètes et les grands sportifs ont une immunité affaiblie par rapport aux autres. Que dire maintenant du rôle des vitamines par rapport à l'immunité? On va commencer par voir le rôle des folates, en particulier la grande famille de la vitamine B9. Donc les cellules immunitaires ont une activité métabolique élevée, donc ils ont besoin évidemment d'avoir recours à des nutriments. Et surtout, les cellules immunitaires doivent proliférer. Et donc ça augmente leurs besoins en vitamine B9. Donc une carence en vitamine B9 fait que nos cellules immunitaires ne vont pas se développer normalement. Il y a eu des études sur les animaux qui ont montré que la carence en vitamine B9 est associée à une susceptibilité augmentée à l'infection. Et chez les patients qui ont une grosse anémie, un manque de vitamine B9, comme dans le cas de l'anémie appelée mégaloblastique, eh bien, on a remarqué qu'il y avait une chute de l'activité des lymphocytes T. Voilà pour la vitamine B9. Que dire de la vitamine B6 et B12? Il y a eu des études et des analyses, enfin des études randomisées qui ont montré que la carence en B6 altère la fonction immunitaire et en particulier la production des anticorps et des populations lymphocytaires. Pour la vitamine B12, une carence importante en B12, c'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'anémie pernicieuse, supprime l'activité des natural killers et diminue le nombre de lymphocytes T circulants. Pour la vitamine A, très importante, elle a beaucoup de rôles. En dehors du fait qu'on connaisse bien son rôle pour les yeux, pour la peau, pour les muqueuses, puisque cette vitamine A présente en quantité régulée diminue le risque d'agression infectieuse, mais elle intervient dans la synthèse des mucus respiratoires, digestifs, génito-urinaires. Et on sait aujourd'hui qu'une carence en vitamine A, alors petit rappel, si vous prenez de la vitamine D, il est nécessaire en même temps d'avoir de la vitamine A, sinon vous ne fixerez pas la vitamine D. D'où l'intérêt par exemple de la consommation de foie de morue où vous avez à la fois vitamine D et vitamine A. Donc la carence en vitamine A s'accompagne d'une modification de la barrière des muqueuses, puisque quand on parle de muqueuse, on parle d'épithélium, et quand on parle d'épithélium, on parle de jonction serrée. Donc là, une carence en vitamine A s'accompagne d'une altération de la fonction de la barrière muqueuse. Elle s'accompagne d'une diminution de la fonction des natural killers, d'une diminution des macrophages, et donc comme leur mission c'est de phagocyter, altération de la phagocytose, diminution de la fonction des lymphocytes T et B, déséquilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, diminution en particulier des interleukines 10 qui ont une activité anti-inflammatoire, et par contre augmentation du TNF-alpha très inflammatoire, de l'interleukine 12 très inflammatoire. Et enfin, la vitamine A favorise la biodisponibilité de la vitamine E, du phosphore, de la choline si importante pour l'activité hépatique et pour la formation donc par exemple de l'acétylcholine, et facilite l'absorption du calcium et du zinc, c'est important, et de la vitamine D. Vous voyez donc, vitamine A, il faut y penser et consommer suffisamment d'aliments riches en provitamine A et de temps en temps trouver un peu de vitamine A au niveau donc de la nutrition et donc des protéines animales par exemple. La vitamine C maintenant, elle est très très impliquée dans l'immunomodulation, c'est connu, et du reste, quand on est infecté par la Covid par exemple, moi très 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 souvent, je demande aux gens de prendre de l'ascorbate de vitamine C et d'en prendre entre 5 à 8 voire 9 grammes par jour, et on a un effet effectivement direct dans les premiers jours de la contamination. Alors, les cellules immunitaires synthétisent des radicaux libres, ben oui, pourquoi? Parce que les radicaux libres vont tuer les organismes envahisseurs. C'est une chimiothérapie naturelle en fait. Nous fabriquons donc de la chimiothérapie des radicaux libres, donc c'est la chimiothérapie pour tuer. Et la vitamine C protège les cellules immunitaires contre les dommages causés par les radicaux libres. Parce que si nos cellules fabriquent des radicaux libres, c'est bien pour tuer ceux qui nous agressent. Par contre, ils ont une action délétère si on en fabrique trop. Donc il faut des antiradicalaires. La vitamine C est un antiradicalaire. Eh bien, les cellules immunitaires accumulent, concentrent la vitamine C. Et donc, quand il faut nous défendre, si on a eu suffisamment de vitamine C, la réponse immunitaire est active. C'est pour ça qu'il faut effectivement faire, si j'ose dire, des provisions de vitamine C en sachant que
même si vous prenez trop de vitamine C, c'est pas très grave puisque un excès de vitamine C va se retrouver dans les urines, on va l'éliminer comme ça. Cette vitamine C est indispensable à la synthèse des protéines qui permettent aux cellules immunitaires de communiquer entre elles. Donc, elle a une importance pour la communication entre les cellules. Et puis, cette vitamine C, elle favorise la dégradation de l'histamine, celle qui déclenche la réaction inflammatoire et la vasodilatation. Donc, ça nous permet de lutter aussi, par exemple, contre le terrain allergique. Elle favorise aussi la formation du glutathion, la glutathion peroxydase, antiradicalaire très important au niveau du foie. Cette vitamine C, elle est importante aussi, par exemple, chez les personnes qui ont tendance à fabriquer des polypes, que ce soit au niveau intestinal, au niveau utérin ou au niveau nasal. Eh bien, la vitamine C permet de diminuer donc cette formation. Et donc, oui, parce qu'on peut s'interroger sur le polype, probablement qu'il y a une réaction immunitaire en cours. Et puis, elle va potentialiser l'action des vitamines B, du magnésium, du sélénium. Et puis, elle va augmenter l'absorption du fer, du zinc et du calcium. Donc, importance aussi de cette vitamine C par rapport à l'immunité. Quant à la vitamine E, elle permet aux lymphocytes T en particulier d'être plus fonctionnels. Pourquoi? Parce que c'est une vitamine antioxydante, elle va donc protéger les membranes plasmiques des lymphocytes et elle va réduire la production de ce qu'on appelle les facteurs immunosuppresseurs. Et là aussi, ça a été étudié. Une carence en vitamine E s'accompagne d'une diminution de la maturation des lymphocytes T, d'une diminution des interleukines 2, d'une diminution des T1 qui nous permettent de combattre les infections qui ont une action plutôt pro-inflammatoire, d'une augmentation de ce qu'on appelle la peroxydation lipidique des acides gras saturés, c'est-à-dire effectivement la rouille au niveau des membranes cellulaires, augmentation des radicaux libres. Ça, c'est connu. Et puis, ce qu'on connaît moins, c'est qu'elle augmente la biodisponibilité du magnésium, de la vitamine C, du manganèse et de l'inositol. On voit bien à quel point, quand je vous parle de toutes ces vitamines, à quel point il est important, puisque toutes ces vitamines ont des rôles, des interrelations entre elles, l'importance de consommer des produits où il y a tout et il n'y a pas qu'une seule chose, parce qu'il y a des interactions entre tout ce petit monde vitaminique et minéral. La vitamine D, très connue actuellement, elle mobilise les lymphocytes et en cas de carence, les lymphocytes ils font rien, ils ne se mobilisent pas. Et donc, on sait aujourd'hui que les taux de vitamine D sont au plus bas au moment des infections hivernales. Donc, je conseille à beaucoup aux gens de faire leur dosage de vitamine D. Et comme ce dosage n'est pas remboursé, en général, ils ne le font pas. Et on s'aperçoit trop tard qu'il y a une grosse carence. Vous savez que cette carence affecte 80% de la population. Donc, il est important de se supplémenter en vitamine D. Alors, voyons maintenant le rôle des oméga 3. Alors, vous avez les oméga 3 EPA et les oméga 3 DHA qui peuvent provenir soit du monde des poissons, soit du monde des algues. Alors, les EPA, ils ont surtout une action anti-inflammatoire en cas d'inflammation aiguë et les DHA ont plutôt un rôle quand il y a une inflammation chronique. Et puis, quand on donne des oméga 3, il faut toujours penser à associer des antioxydants, très important, parce que quand on prend des oméga 3 sans les accompagner d'antioxydants, comme ils sont très instables, les oméga 3, du fait que ce sont des acides gras polyinsaturés, et donc pour peu qu'on ait des radicaux libres qui circulent, eh bien ces radicaux libres vont oxyder les oméga 3 qu'on aura pris en pensant en faire une très bonne chose, et donc on va se retrouver avec des oméga 3 oxydés, et donc on va se retrouver avec plutôt quelque chose de maléfique plutôt que de bénéfique. Donc, chaque fois qu'on prend des oméga 3, il faut accompagner la prise d'antioxydants. Et les antioxydants, on va les trouver ou dans le Bio Saint-Joseph ou dans le Pianto. Que dire du magnésium? Alors, on le sait, c'est un élément clé de la réponse immunitaire. Et une carence en magnésium s'accompagne d'une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, d'une élévation des leucocytes, des neutrophiles, des macrophages, donc qui vont produire des molécules inflammatoires, d'une perturbation de la phagocytose, d'une baisse à la fois du nombre et de la fonction des lymphocytes T et B. Et donc, si on a une baisse de l'activité des lymphocytes B, on va donc moins produire d'anticorps, les IgG, les IgM, les IgA. D'une élévation des immunoglobulines E, donc actives dans le terrain allergique, et ça de l'histamine,
Et on a validé que le magnésium joue également un rôle actif au niveau de l'apoptose. Il a tellement de rôle, le magnésium, qu'on peut dire que c'est le chef d'orchestre. Et comme nous manquons de magnésium, puisque nous ne le stockons pas, notre première mission, quand on se lève le matin, c'est d'avoir une alimentation suffisamment riche en magnésium et de se supplémenter, puisque le stress nous fait perdre du magnésium. Le zinc maintenant, alors il y a une étude qui a montré, plusieurs études, qui ont montré que la baisse du taux de zinc provoque une activation affaiblie des cellules immunitaires et surtout une dysrégulation de l'interleukine 6 qui est pro-inflammatoire. Donc en l'absence de zinc, les cellules qui contrôlent l'inflammation sont activées et donc on se retrouve en inflammation, donc on favorise l'inflammation chronique de bas grade, voire même une inflammation aiguë. La carence en zinc s'accompagne d'une baisse de la phagocytose, encore là, de la diminution, alors ça c'est chez les enfants, diminution de la fonction du thymus, les enfants, les adolescents, plutôt les personnes jeunes, la réduction de la synthèse et de la fonction des cytokines, et aussi baisse de la synthèse des immunoglobulines. Ensuite, on sait que le zinc a un rôle clé pour cicatriser la muqueuse digestive, et que l'idée, c'est qu'il soit équilibré avec le zinc. Vous savez que les minéraux ont des interactions les uns avec les autres. Ils ont soit des actions agonistes, soit des actions antagonistes. Et bien là, il faut en permanence que le zinc et le cuivre soient équilibrés. Où va-t-on trouver du zinc au niveau alimentaire? Dans les huîtres, dans les œufs, dans les lentilles, dans les germes de céréales, dans les noix de cajou. Mais il y a bien du zinc dans les noix de cajou, mais il faudrait en manger un peu trop pour avoir la quantité de zinc, et comme c'est très gras les noix de cajou, ça risque de poser un autre problème au niveau hépatique. Le cuivre, eh bien, durant une affection inflammatoire, le cuivre se trouve bloqué. Pourquoi? Parce que les protéines de l'inflammation que sont l'orosomucoïde, l'aptoglobuline, la CRP vont bloquer le cuivre. Pourquoi? En fait, l'orosomucoïde, c'est une enzyme dont on va se servir dans toutes les atteintes inflammatoires. Quand on a un rhumatisme articulaire ou une polyarthrite chronique évolutive, eh bien on se sert beaucoup de l'orosomucoïde. On s'en sert aussi lorsqu'on a un problème d'infection intestinale, même dans les problèmes d'infection rénale, voire pire, le syndrome néphrotique. Eh bien, il se trouve que cet orosomucoïde contient du cuivre. Donc le cuivre est mobilisé par l'intervention de l'orosomucoïde. L'aptoglobuline, c'est un marqueur des anémies et elle aussi, elle contient du cuivre, tout comme la CRP. Donc on voit que quand on a une affection, quand on a à combattre une inflammation, quand on a une maladie inflammatoire, eh bien le cuivre, il est bloqué par ces protéines de l'inflammation. Il ne peut donc pas assurer son rôle anti-inflammatoire, anti-infectieux. Et donc il est important dans ces cas-là de prendre du cuivre. Et donc une carence en cuivre entraîne du reste une chute du nombre de neutrophiles, ce qu'on appelle une neutropénie. Mais pas seulement. La carence en cuivre diminue la fonction des macrophages, diminue la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, diminue la production de la superoxydismutase cuivre-zinc. Il y a deux superoxydismutases, celle au cuivre-zinc. Et cette superoxydismutase protège les cellules immunitaires de l'oxydation par les radicaux libres. La carence en cuivre diminue la prolifération d'un lymphocyte et augmente l'atrophie du thymus. Et puis, si on n'a pas cette cuivre, eh bien, on a un effet pro-inflammatoire parce que ça favorise la migration, le déplacement de neutrophiles vers les tissus pulmonaires. Et donc, on peut faire une inflammation pulmonaire. Et donc, cuivre et zinc doivent être équilibrés. Là, il y aura peut-être une erreur à corriger. Le zinc doit être équilibré par le cuivre. Le sélénium. Alors, carence en sélénium augmente le stress oxydatif, puisque le sélénium est un antioxydant. Pourquoi? Parce que la glutathion peroxydase, qui est un antioxydant, contient du sélénium, mais contient d'ailleurs aussi de l'iode, et donc du coup, elle fonctionne moins si on a une carence en sélénium. La carence en sélénium augmente la production des cytokines inflammatoires, diminue l'activité des lymphocytes T, diminue la cytotoxicité des natural killers, diminue également le nombre de récepteurs à l'interleukine 2 à la surface des lymphocytes, du coup on aura moins de réactions inflammatoires, et surtout augmente la pathogénicité des virus. Donc, en cas de contagion virale, c'est important de garantir donc notre sélénium. Et le fer maintenant, eh bien, il nous faut une quantité suffisante de fer. On a fait des études par rapport à ça et on sait qu'on a établi des courbes. Plus on a une forte anémie,
moins on peut se défendre au niveau immunitaire. Voilà pourquoi il faut être très attentif aux anémies, aux carences en fer chez les femmes, parce que ça peut être dû à un fibrome, ça peut être dû à des règles hémorragiques, ça peut être dû à autre chose, et donc une anémie est importante. Et donc, heureusement pour nous, notre corps a développé des stratégies formidables pour retenir le fer si on est infecté ou si on est enflammé. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, les macrophages vont synthétiser une protéine qui s'appelle la lactoferrine, et cette lactoferrine va capter le fer en attendant que l'infection passe, et ensuite ce fer sera effectivement redistribué. Alors, vous voyez dans ce schéma par exemple, eh bien, la lactoferrine capte le fer, et elle ne fait pas que ça, elle va également diminuer la production d'une voie d'inflammation donc gérée par le NFKB, et du coup, il y aura moins de réactions inflammatoires. Où trouve-t-on la lactoferrine? Naturellement dans le lait maternel. Et puis, lorsqu'on est infecté, si nos macrophages sont suffisamment puissants, s'ils savent faire leur job, ils vont fabriquer la lactoferrine qui va permettre de priver les bactéries qu'on appelle sidérophores. Pourquoi? Parce qu'elles adorent le fer. Ça va les priver de fer pour ne pas qu'elles se multiplient trop. Alors, parmi les bactéries sidérophores, on a par exemple la célèbre Escherichia coli. Mais on en a également d'autres. Ça peut être aussi la pneumonia, par exemple. Bref, on a pas mal de bactéries qui sont donc sidérophores. Donc, une carence en fer est associée à chute de l'immunité. Alors, que faire pour, je dirais, plutôt optimiser l'immunité que la renforcer? Même si j'ai mis le nom de renforcer, l'idée c'est de moduler l'immunité, il ne faut pas en faire trop. Voilà. Et donc, la première chose, évidemment, c'est de s'occuper de l'immunité intestinale qui représente 70 à 80% de notre immunité. On va donc, pour faire ça, nettoyer l'intestin pour éliminer les substances nocives et freiner l'inflammation. Et ça, on a à notre disposition le Pianto qui fait ça particulièrement bien, qui est capable effectivement de jouer ce rôle. On va également bien nourrir les bactéries commensales de manière à ce qu'elles ne soient pas en manque et à maintenir ce qu'on appelle le biose, l'équilibre entre les commensales et les autres bactéries. Et ça va être le rôle des prébiotiques qu'on va trouver à la fois dans le Pianto et dans les Bio-Saint-Joseph. Il s'agit aussi de cicatriser la muqueuse gastro-intestinale, le Pianto sait faire ça parfaitement, de reconstruire l'immunité intestinale au plus vite, et ça pour la reconstruire il faudra avoir tous les éléments qui permettent de la reconstruire. Dans le Pianto on va trouver les vitamines, on va trouver en particulier les minéraux, dans les Bio-Saint-Joseph les vitamines, en particulier du groupe B. Il faudra corriger l'alimentation, optimiser l'apport des super-aliments, réguler l'équilibre acido-basique. Je vous rappelle que le Pianto est un régulateur acido-basique. Instaurer une routine sportive pour sortir de la sédentarité, puisqu'on a vu que la sédentarité faisait un peu chuter l'immunité, et bien s'occuper du sommeil, améliorer la durée et la qualité du sommeil. Alors, évidemment qu'il est important de reconstituer l'étanchéité de la muqueuse intestinale, parce que c'est la source des désordres. Reconstituer l'étanchéité, eh bien, Pianto sait faire ça très bien. Donc, on pourrait penser à prendre des probiotiques, mais il reste à déterminer lesquels utiliser, parce que chaque probiotique, chaque bactérie a des rôles différents, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'abord de maintenir en état notre intestin, et c'est ce dont on va parler en particulier ici. Et puis, il va être impératif d'offrir au virus un système immunitaire compétent. Donc, on a vu que l'immunité innée fait appel aux natural killers, qui sont là depuis la naissance. Sauf qu'avec l'âge, notre système immunitaire faiblit. Donc, on va tenir compte évidemment de l'âge physiologique, mais la mémoire immunitaire des lymphocytes B diminue en vieillissant. Donc, on combat moins quand on vieillit. Voilà pourquoi on parle d'une population vulnérable, dont je fais partie maintenant. Mais même avec un bon système immunitaire, on peut avoir affaire à un virus très violent, très virulent. Donc, on l'a vu, l'inflammation, c'est une bonne réaction, c'est un signal d'alarme. Mais elle doit être courte, puisqu'ensuite, il faut passer dans la phase de résolution de l'inflammation. Et donc, si on a une inflammation chronique, eh bien, notre immunité perd de l'efficacité. Et il faut bien avoir à l'idée que si on a une inflammation chronique comme une inflammation chronique intestinale,
Ça veut donc dire que les cytokines sont déjà en action, qu'elles sont déjà mobilisées, et donc déjà on en fait trop par rapport à une agression virale. On doit donc avoir une immunité équilibrée. Alors, si ce n'est pas le Covid, ou la Covid plus exactement, eh bien, ça pourrait être la peste, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, le SRAS, ce qu'on a appelé le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le virus Zika, l'Ebola, le virus H1N1. On parle d'un nouveau virus qui nous vient d'Amérique du Sud actuellement, dont on craint également la pandémie, une mutation du virus de la grippe, des mutations de la Covid. On va ajouter à ça les adénovirus qui, chez les enfants, chez les personnes qui ne sont pas immunocompétentes, provoquent évidemment fièvre, pharyngite, otite, amygdalite, etc. Les rhinovirus qui sont responsables de rhume. Les virus de la famille des herpès qui provoquent des réactions virales. Le virus syncytial chez les enfants de moins de 2 ans. Bref, il n'y a pas que la Covid. Alors, il faut savoir que les infections virales des voies respiratoires concernent chaque année des millions de personnes. Ils représentent la cause majeure de mortalité, surtout chez les personnes vulnérables et chez les enfants qui ont déjà un problème pulmonaire ou cardiaque sous-jacent. Et vous voyez que 90% des infections ORL et pulmonaires sont d'origine virale. Donc, évidemment, comme les virus, beaucoup de virus aiment le froid, on est forcément attaqué chaque année pendant la saison froide. Et donc, évidemment, que le risque de surinfection bactérienne est grand, puisque quand on a déjà un système immunitaire qui est diminué, et qu'en plus on a une surinfection bactérienne, on s'en remettra plus difficilement. Alors voyons maintenant quelques suggestions de protocole, évidemment, face au virus. On va d'abord voir un protocole qui parle d'immunité et d'infection respiratoire, et donc il s'agit cette fois-ci de lutter contre les infections respiratoires dont je viens de parler, 90% effectivement de ces infections respiratoires. Alors, on va chaque fois trouver la première fenêtre où vous avez le pianto, en l'occurrence pianto barouque ou pianto agrumes. L'un ou l'autre, on en proposera 2 cuillerées à café, toujours à prendre dans 250 ml d'eau ou d'un jus de légumes, ou de le faire sous forme de bouillon, et on prendra ça 1 à 2 à 3 fois par jour en fonction donc des personnes. Certaines personnes se contenteront de 2 cuillères à café, d'autres auront besoin de plus. Voilà. On va accompagner ce pianto de 2 Bio-Saint-Joseph. Le Bio-Saint-Joseph TX, qu'on connaît bien, le TX, c'est celui qu'on donne dans toutes les manifestations respiratoires, ORL, les enfants qui toussent, les adultes qui toussent, l'asthme, tout ce qui touche les poumons, le thorax, c'est Bio-Saint-Joseph TX. Donc, on pourra associer Bio-Saint-Joseph TX, d'autant plus que c'est une source de vitamine B12. Et puis, on se servira aussi du deuxième Bio-Saint-Joseph, le Bio-Saint-Joseph Toda, qui est une source de vitamine B2, B6, zinc et cuivre. Et donc, dans le nouveau Saint-Joseph issu du Toda, on va trouver 2 plantes importantes, puisque aujourd'hui, les Bio-Saint-Joseph ont été, on va dire, réactualisés. Et on va trouver dans ce Bio-Saint-Joseph de l'échinacée pourpre et du pélargonium dont je vais vous parler. On n'oubliera pas, c'est ce qu'on ne trouve pas dans les Bio-Saint-Joseph et dans les piantos, le rôle de la vitamine D3 en fonction du dosage, à associer avec la ménaquinone, c'est-à-dire la vitamine M2MK7 qui permet à la vitamine D non pas de se fixer au niveau des vaisseaux mais de se fixer au niveau osseux. Et on n'oubliera pas non plus le rôle de la vitamine E et des oméga 3 qu'on ne trouve pas dans les Bio-Saint-Joseph et le pianto. Alors, dans ce Bio-Saint-Joseph réactualisé, il y a donc Echinacée purpurea pélargonium. Donc on va donc parler des propriétés de l'échinacée. Alors l'échinacée, c'est une plante effectivement, elle est immunostimulante et elle a surtout une stimulation immunitaire au niveau de l'axe poumon. Donc on sait que c'est une anti-infectieuse, antibactérienne, antifongique, effectivement, et elle a une propriété anti-inflammatoire. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de trop stimuler l'immunité. Voilà pourquoi, donc, dans le Bio-Saint-Joseph nouveau qui contient de l'échinacée, il y aura juste la quantité d'échinacée pour stimuler en douceur, mais ne pas en faire trop. Donc, propriété, stimulation de la réponse innée dont je vous ai parlé, et stimulation de l'immunité adaptative. Autre plante,
le Pelargonium géranium, très très intéressant, puisque lui, il a plutôt des propriétés d'inhibition bactérienne. En cas de surinfection par des bactéries, ça peut être très intéressant. Et c'est grâce à des principes bioactifs qu'on appelle les coumarines que le Pelargonium contient. Activation des médiateurs de l'immunité des macrophages, surtout par rapport à un autre bioprincipe qui est l'oncaline. Expectorant et anti-inflammatoire, ce qui fait que ça va permettre effectivement à ce bio-Saint-Joseph nouveau d'avoir une action immunitaire encore plus importante de par sa composition en vitamine B dans tout ce qu'il contient et parce qu'on aura accéléré également le rôle des principes bioactifs contenus dans l'échinacée et dans le pélargonium. Deuxième suggestion de protocole, cette fois-ci, on veut renforcer l'immunité intestinale et la porosité intestinale. Donc on veut travailler sur le système central immunitaire. On va toujours trouver le pianto barouk ou le pianto agrume, et toujours la même quantité, 2 cuillères à café, 1 ou 2 ou 3 fois par jour. On va toujours trouver cette fenêtre avec ce qu'il n'y a pas dans les piantos bio Saint-Joseph, vitamine D3, la ménaquinone, oméga 3, vitamine E. Et puis, on va faire appel à 2 bio Saint-Joseph. L'un qui s'appelle bio Saint-Joseph digestion DI, qui est source de B1, B2, B6. Vous savez que le DI, traditionnellement, c'est celui qu'on utilise en priorité pour les problèmes intestinaux, pour les pathologies auto-immunes, pour les pathologies dégénératives. Toujours, on commence par le DI, qui est vraiment le pilier. Et on va associer ce DI avec le TODA, dans lequel on trouve, voilà, TODA, qui est une source de cuivre, de B2, de B6 et de zinc. Donc c'est celui dont je viens de vous parler. Ou réactualisé, on trouve aussi de l'échinacée et du pélargonium. Troisième suggestion de protocole, cette fois-ci, on a affaire à une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que la dysbiose intestinale, elle est propre surtout au côlon. Quand on parle de dysbiose, on pourrait parler d'une dysbiose au niveau buccal, d'une dysbiose au niveau du côlon, d'une dysbiose au niveau cutané. On a beaucoup de microbiote, d'une dysbiose au niveau pulmonaire, puisqu'aujourd'hui on parle du microbiote pulmonaire. On peut parler maintenant, même aujourd'hui, du microbiote oculaire. On a également des bactéries au niveau de l'œil. Donc, une dysbiose, c'est un déséquilibre entre les familles de bactéries qui composent le microbiote. Donc, pour toutes ces dysbioses, eh bien, on va faire appel toujours au pianto barouk ou au pianto agrume. Et là, on va équilibrer le TODA avec le bio Saint-Joseph l'Echaim, équilibre intestinal. Donc le l'Echaim, vous savez, c'est celui qu'on donne pour alléger l'intestin, pour ne pas souffrir de ballonnement, pour avoir vraiment l'intestin, qu'on digère absolument tout ce qu'on met dans la bouche. Et lui est une source de vitamine B2. Alors, vous voyez que chaque fois dans les protocoles, j'ai mis 2 bio Saint-Joseph. J'aime beaucoup les coordonner, les bio Saint-Joseph. Et quand je dois en donner 2, je donne une cuillère à soupe de l'un et une cuillère à soupe de l'autre, une fois par jour ou 2 fois par jour ou 3 fois par jour en fonction des cas. Et toujours, je me sers des bio Saint-Joseph que je conseille à la fin des repas en dessert. En fait, le dessert du repas est constitué par des bio Saint-Joseph. Ce qui me permet également de diminuer l'index glycémique global, effectivement, des bio Saint-Joseph. Voyons maintenant immunité et stress, puisqu'on a vu à quel point le stress diminue l'immunité. Et donc là, on va toujours avoir le pianto barouk, toujours avoir le pianto toda, l'anti-infectieux majeur. Et puis, on va trouver le bio Saint-Joseph Tov. Tov, c'est le bio Saint-Joseph qu'on va donner suite d'un événement difficile à vivre, suite d'un traumatisme, suite d'un deuil, suite d'un divorce, suite d'un mauvais sommeil, suite également d'informations médiatiques qu'on a en permanence aujourd'hui qui sont très anxiogènes, suite d'une alerte émotionnelle, comme par exemple le fait de passer un examen, comme le fait de s'adapter à un changement horaire de saison, etc. Le TOV. Là où le TOV passe, le stress trépasse. Et donc, lui, on va y trouver vitamine B1, B2, B6 et cuivre, le cuivre dont j'ai parlé. Et donc, pareil, une cuillère à soupe de l'un, une cuillère à soupe de chaque. Alors, j'aime beaucoup pour le bio Saint-Joseph Tov, pour cette suggestion de protocole, je dirais que je donnerais plutôt Toda matin et midi, et que je réserverai le Tov pour le soir, en donnant une cuillère à soupe après le repas du soir, et 1 à 2 cuillères à soupe avant de coucher, parce que quand on prend du Tov, on dort comme un bébé. Maintenant, voyons l'immunité et le désordre hormonal. Comme on l'a vu, lorsqu'on a un désordre hormonal, il y a une répercussion sur l'immunité.
Et donc, dans ce cas-là, eh bien, si on a surtout affaire à quelqu'un qui a des ordres hormonales, on pourra coordonner le rôle du Bio-Saint-Joseph Toda avec celui du Bio-Saint-Joseph qui a été appelé féminin, le FA, effectivement, qui régule les glandes endocrines de manière générale et qui est une source de vitamine B6, de zinc et de sélénium. Et là, on pourra donner une cuillère à soupe de FA, une cuillère à soupe de Toda, 2 fois par jour, ce qui pourra permettre d'équilibrer les glandes endocrines et d'avoir une action anti-infectieuse et immuno donc modulante. Toujours avec le Pianto, voilà. Alors, quelque chose aussi que je peux rajouter, c'est que si par exemple le désordre féminin affecte surtout la thyroïde, eh bien on peut aussi penser à conseiller de l'iode. Alors pour ça, on fera préalablement faire un dosage urinaire de l'iode de manière à être sûr que la personne est déficiente en iode par exemple. Et quand on veut donner de l'iode, eh bien on la donne soit en gouttes, soit en comprimé. Et là, on recherchera le laboratoire qui permet d'avoir la meilleure formule. Il nous reste à parler d'immunité sport, puisqu'on a vu qu'une intensité sportive eh bien, diminue l'immunité. Donc si on a affaire à des sportifs et qui font du sport tous les jours de manière intense, eh bien, ces sportifs, non seulement ils vont avoir une baisse immunitaire, mais le risque, c'est que comme leur immunité est plus faible, il y a aussi des risques au niveau tendinaux, ligamentaires et osseux. Et donc, on va coordonner l'action du Bio-Saint-Joseph Toda avec celle du Bio-Saint-Joseph Articulation, le RU, donc on donne dans le cadre de l'arthrose en particulier, de toutes les déficiences de cartilage ou les déficiences tendino-ligamentaires, et donc qui est une source de vitamine B1, B2, B6. Et là, pareil, une cuillère à source de l'un, une cuillère à source de l'autre, une cuillère à soupe de l'un, une cuillère à soupe de l'autre, après les repas comme un dessert. On n'oubliera pas bien sûr le Pianto et toujours vitamine D3, ménaquinone, oméga 3, vitamine E. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dans le protocole immunité, immunité et stress, dans les oméga 3, je choisirais plutôt un oméga 3 issu des algues, parce que ceux qui sont issus des algues contiennent davantage de DHA. Or, c'est surtout la DHA qui sera intéressante par rapport au stress ou par rapport au sommeil. Alors vous avez d'ailleurs dans immunité, dans ce protocole-là, immunité et sommeil, on a coordonné le Bio-Saint-Joseph IS comme insomnie, donc sommeil, source de B1, B2, B6, avec le TODA. Alors comment va-t-on faire ça? Eh bien le IS, j'ai tendance à le donner donc le soir et dans la soirée, alors que le TODA, je donnerai matin et midi. Voilà donc pour ces protocoles. Et il me reste à parler d'immunité cutanée parce qu'effectivement, lorsque notre système immunitaire ne va pas bien, nous avons au niveau de la peau un système immunitaire cutané propre à la peau avec une mémoire cutanée très importante et il faut donc être sûr que ce système immunitaire fonctionne bien. Et donc dans ce cas-là, on va coordonner l'action du TODA pour réguler l'immunité avec celle d'un Bio-Saint-Joseph qui fait des petits miracles au niveau de la peau et qui s'appelle le DE comme derme, où vous avez B2, cuivre, sélénium, zinc évidemment, et on donnera une cuillère à soupe de DE, une cuillère à soupe de Toda pour l'immunité cutanée, comme par exemple les maladies comme le psoriasis, comme un eczéma suintant, comme un lupus, enfin toutes ces maladies donc qui affectent la peau. Il faudra donner ce Bio-Saint-Joseph donc au moins 3 fois par jour. Petit rappel avec les Bio-Saint-Joseph, lorsque vous avez un problème donc de pathologie ORL ou de déficience immunitaire cutanée ou de problèmes cutanés donc, ou de problèmes de sommeil, gardez bien à l'esprit que la première semaine où vous allez utiliser les protocoles que je viens de citer, Pianto a donné 2 cuillères à café, 1, 2, 3 fois par jour, quelquefois plus, mais surtout les Bio-Saint-Joseph, n'hésitez pas à en donner une grande quantité la première semaine, et souvent je conseille aux personnes de prendre une cuillère à soupe de chaque Bio-Saint-Joseph 6, 8 fois par jour la première semaine, de manière véritablement à freiner soit la pathologie cutanée, soit avoir une action importante sur le sommeil, soit avoir une action importante sur la pathologie respiratoire, etc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura permis de vous familiariser avec le système immunitaire.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser. Donc, je pense que sur le site, on pourra peut-être ouvrir un blog pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne lecture et une bonne donc écoute. Et je vous remercie de m'avoir écouté.